Africa! Bonjour à toutes et à tous et merci de retrouver cette édition matinale sur les antennes de la télévision panafricaine. Au Tchad, le ministre tchadien de la Défense a affirmé jeudi que les territoires, que les terroristes, autant pour moi du FACT qui mènent depuis la mi-avril une offensive, sont en débandade et que les autorités ne vont pas dialoguer avec les terroristes. Des combats ont opposé l'armée aux groupes rebelles du Front pour l'alternance et de la Concorde au Tchad, dans la région désertique du Kanem, le long de la frontière avec le Niger, à environ 300 km au nord de la capitale N'Djamena. L'armée en ressort victorieuse avec d'énormes pertes infligées à l'ennemi. A-t-on pu entendre durant cette conférence de presse du ministre de la Défense, et voilà, qui dit, je cite, les forces de l'ordre sont en plein ratissage en ce moment dans la zone d'opération. La plupart des prisonniers sont entre les mains de la gendarmerie et bien traités. L'ennemi est en débandade, a déclaré donc lors d'une conférence de presse Brahim Daoud Yahya, nommé dimanche ministre de la Défense, et qui a précisé entre autres, je cite, « Nous n'allons jamais dialoguer avec les terroristes », fin de citation. Nous allons toujours dans le cadre de cette édition matinale parler des accusations portées contre la présence militaire russe en République centrafricaine. Le 31 mars dernier, un groupe de travail soi-disant indépendant des Nations Unies sur les mercenaires alertait sur, selon lui, une longue série de violations graves des droits de l'homme attribuées aux instructeurs russes sur le terrain. Et pourtant, pour l'opinion centrafricaine, lassée de subir l'occupation et les violences des groupes armés, les Russes sont les sauveurs. Ils ont été au cœur de la contre-offensive qui a permis de reprendre la majorité des grandes villes du pays. Nous tenterons donc de comprendre ces accusations portées contre Moscou et surtout qui peut être derrière ce groupe de travail soi-disant indépendant. On constate qu'une certaine radio mondiale a repris massivement des éléments qui seraient issus donc de ce dossier. Nous tenterons de comprendre nous aurons notamment dans cette édition la réaction de l'ambassadeur de Russie en République centrafricaine. Mesdames et messieurs, merci d'être là ce matin. Bienvenue à toutes et à tous et merci donc de retrouver la matinale sur les antennes d'Afrique Média. Et ce matin, deux sujets au cœur de l'Afrique centrale. Il s'agit d'abord de la République centrafricaine et des accusations portées contre la présence militaire russe fortement relayée par une certaine radio mondiale et également par la presse occidentale et ce groupe de travail indépendant qui suscite de nombreuses interrogations. Pourquoi un groupe indépendant des Nations Unies? Pourquoi ne pas laisser dans ce cas-là la Commission des Nations Unies, notamment contre la torture ou encore contre la détention arbitraire, dans ce cas-là mener l'enquête? Ce sont des interrogations que l'on entend autour de ce dossier. La France est pointée du doigt comme étant celle qui serait derrière cette campagne de communication pour diaboliser la présence russe dans le pays et pousser, ternir l'image de la Russie au cœur de l'Afrique, au cœur d'une guerre géopolitique sans précédent entre la France et la Russie, donc en Afrique centrale. Paris qui voudrait ici simplement mettre en déroute cette présence militaire russe sur le terrain qui est d'un appui stratégique au président Faustin Archange-Touadéra dans la reprise de son pays des mains des groupes armés. Voilà, entre autres commentaires que l'on entend autour de ce dossier. Nous y reviendrons dans le cadre de cette édition. Et toujours dans cette édition, nous irons au Tchad où
le ministre de la Défense a fait une sortie pour préciser que les rebelles du FACT étaient en débandade et qu'il n'y aura jamais de négociations avec ceux-ci. A-t-on entendu lors d'une conférence de presse? Un extrait d'ailleurs sera joué dans cette émission. Voilà, messieurs, nos invités sont installés en multiplex. Je vous présente juste derrière, le temps d'aller très rapidement retrouver cet extrait de l'entretien que nous a accordé hier l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République centrafricaine. Il s'agit de Vladimir Titorenko, qui a donc tenu à botter en touche ces accusations en affirmant, je cite, qu'il s'agit de fausses nouvelles. Il y a les instructeurs russes qui sont ici sur la demande du gouvernement centrafricain après que CPC, dirigé par M. Bozizé, avec ses alliés de groupe armé, ont décidé de commettre une tentative de coup d'État contre le gouvernement légitime après les élections présidentielles reconnues totalement par le monde entier, par la communauté internationale, l'ONU, l'Union africaine, etc. Mais M. Bozizé, avec les autres criminels, a décidé d'attaquer le gouvernement, de faire le massacre à Bangui, et le gouvernement centrafricain a demandé d'envoyer ici le groupe d'instructeurs russes pour améliorer la formation des militaires centrafricains. La Russie a aussi envoyé 4 hélicoptères de forces armées qui peut considérer comme une présence militaire, qui pendant 2 semaines ont rempli leurs tâches. La seule présence militaire pour aujourd'hui, c'est le groupe de 5 officiers qui sont les représentants officiels du ministère de la Défense russe auprès du ministère de la Défense de la République centrafricaine. C'est 5 officiers dirigés par le général, c'est tout. Mais les instructeurs russes, ils ne sont pas les forces armées régulières. C'est pourquoi utiliser le mot la présence militaire russe, c'est pas correct. En ce qui concerne les essais de condamner les instructeurs russes dans la violation des droits d'homme, etc., c'est pas vrai. C'est un résultat de mal imagination, des personnes malades, peut-être malades à la tête, qui sont construits, je ne sais pas quoi, parce qu'ils n'ont jamais présenté les preuves que les instructeurs russes ont commis les violences mentionnées dans leur rapport. Pour prouver, il faut donner des preuves matérielles. Les photos des instructeurs russes, leur nom, et ainsi que les copies de passeport, les autres documents, et naturellement les photos et des vidéos de crimes qui sont commis. Quand j'ai posé cette question pour le leader de MINUSCA, j'ai reçu la réponse que cette preuve matérielle n'existe pas et que c'est juste la liste des crimes commis qui n'est pas vérifiée. Dans cette situation, j'ai posé la question pourquoi donner la liste de crimes qui n'existaient pas, qui n'étaient prouvés, mais je n'ai pas reçu la réponse. C'est une chose qui m'a dérangé un peu, parce que pour condamner quelqu'un, il faut donner les preuves. Si par exemple vous présentez les preuves comme ça pour le cours des États-Unis ou de la France, de l'Allemagne, de Grande-Bretagne, de la Russie, ça sera immédiatement rejeté. Ce qui a été fait par le président Madera, par le porte-parole officiel du gouvernement centrafricain et pour le procureur de Bangui, qui ont demandé de faire l'enquête pourquoi ce groupe des experts de l'ONU sont arrivés à ce pays sans notifier les autorités légitimes de ce pays, sans recevoir leur approbation d'arriver ici, et sans recevoir les permissions pour l'enquête et interrogation de citoyens centrafricains qui ont une grave violation de la loi internationale. Personne ne peut pas arriver ici sans la preuve du gouvernement légitime de ce pays. La République centrafricaine, c'est un pays souverain. Personne ne peut faire quelque chose
sont les preuves de ce pays, dont les experts de l'ONU. Il y a une autre question. Pourquoi les experts de l'ONU sont arrivés ici pour faire l'investigation de violences commises, comme ils disent, par les structures russes? Il y a beaucoup de cas enregistrés avec les preuves matérielles de crimes commis par CPC, les partisans de Bozizé, de groupes armés, etc. Milliers de dossiers avec les preuves. Mais il ne fait rien d'utiliser ce dossier pour punir ou pour demander quelque chose des personnes qui, en réalité, sont les criminels et qui doivent être punis par le cours criminel. Merci. Monsieur l'ambassadeur, justement, et quand vous avez tout expliqué comme ça, la question qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir à qui profiterait finalement de telles accusations contre les Russes. Mais c'est très clair. C'est très clair. Il y a beaucoup de forces intérieures et extérieures qui n'aiment pas la présence russe dans la République centrafricaine. Parce qu'avec notre présence ici, il y a beaucoup de progrès dans la restauration de stabilité, de la réconciliation nationale dans ce pays, ainsi que la restauration de souveraineté et de pouvoir sur le territoire de ce pays. C'est dans l'intérêt des forces extérieures et intérieures qui profitent de chaos, d'instabilité, de l'absence de paix dans ce pays, parce que grâce à cette situation, ils gagnent beaucoup d'argent par contrebande de diamants, par contrebande des autres ressources minérales. L'impression que la Russie, sa présence en RCA est allée de manière graduelle. Alors au départ, on parlait de la présence d'instructeurs. Après, il y a eu la livraison d'armes, bien sûr. Et puis, au finish, il y a quand même cette offensive armée sur le terrain, aux côtés des forces centrafricaines, du moins de ce qui nous revient. Comment vous expliquez justement cette montée en puissance? Mais comme vous savez, la présence russe ici a commencé dans l'année 2018 sur la demande du président Tadora, quand il a visité la Russie et il a demandé la livraison des armements parce qu'il était rejeté par quelques pays européens quand il a demandé la livraison des armements pour défendre son pays de bandits, de groupes armés. Mais la Russie n'est pas rejetée. Et nous avons livré pour l'armée nationale, pour la police et pour la gendarmerie les armements légers. Ainsi que M. Todora a demandé d'envoyer ici le groupe des instructeurs que pouvaient former les militaires de l'armée nationale. Parce que les forces armées de ce pays a été détruite par M. Bozizé. Parce que M. Bozizé est responsable pour la catastrophe 2013-2014, quand il était absolument incapable d'arrêter le conflit avec Seleka, qui a entré dans la ville de Bangui, a fait le massacre, et M. Bozizé n'a pas défendu son pays. Il a détruit les forces armées, il a détruit la police, la gendarmerie, toutes les structures étatiques, l'État en général, et qu'il a fait la fuite à l'étranger. Ce n'était pas l'exil, il a fait la fuite. C'est-à-dire, il a quitté son peuple avec cette catastrophe. Position centrafricaine, Excellence, on a l'impression quand même que seul le volet militaire est beaucoup plus mis en avant. Qu'en est-il de l'aspect économique? Voilà, retour sur ce plateau après avoir donc suivi l'ambassadeur de Russie en République centrafricaine qui, voilà, affirme, je cite, que les personnes qui ont rendu publiques ces informations sont des personnes, voilà, je cite, sont des personnes malades à la tête, selon donc Vladimir Titorenko, qui remet littéralement en cause les annonces qui sont faites.
voilà l'ambassadeur de Russie en République centrafricaine qui pense qu'il n'y a pas de documentation, il n'y a aucune documentation aujourd'hui pouvant permettre de prouver ce qui a été affirmé. Et quand il parle de documentation, il parle notamment de supports qui peuvent être photos ou bien vidéos qui viendraient ici montrer effectivement les exactions qui sont présentées par ce groupe, je disais soi-disant indépendant des Nations Unies, qui se serait donc penché sur la question. Alors d'office, quand on écoute l'ambassadeur, on voit très clairement les accusations contre la France. La France ici qui est la première à subir, si on regarde ses intérêts dans la région, cette présence militaire de la Russie en République centrafricaine, elle qui parvient à faire ce que la France n'a pas fait dans ce pays, à savoir stabiliser le pays avec notamment la reprise de nombreuses grandes villes, on vous l'a dit tout à l'heure, après de nombreuses offensives menées contre les groupes armés. Pour en parler ce matin, nous avons Ahmad Haroun Lari, qui est analyste politique, qui est au Tchad. Ce sera pour le premier sujet. Monoko Touali, journaliste. Cyril Tchassep, observateur international. Luc Michel est également là. Messieurs, je commence par vous, Monoko Touali. Je vous dis bonjour. Bonjour. Il n'est pas là. Voilà, Monoko Touali, vous n'êtes pas encore présent. Cyril Tchassep, nous tentons de vous joindre. Bonjour Cyril et bienvenue. Oui, bonjour Guy, bonjour à tous les panafricains, bonjour aux panélistes, bonjour à Luc Michel et bonjour à vous depuis le Cameroun. Je suis très heureux ce matin, une fois de plus, d'apporter ma contribution et je suis très heureux d'être invité comme à l'accoutumée à Afrique Média, qui est notre plateforme panafricaine pour nous exprimer et surtout remercier tout le travail de dur labeur qu'Afrique Média abat sur le continent, qu'Afrique Média essaye de faire pour édifier davantage les Africains sur tout ce qui se passe et pour prévenir aussi encore les États qui ne sont pas encore touchés par cette drame dont l'ennemi commun de l'Afrique, dont on connaît tous, qui n'est rien d'autre que la France, pour éviter que dorénavant nous continuions à perdre des grands hommes, les grands dirigeants africains, inutilement, comme nous venons de le faire avec le maréchal Idriss Déby. Je pense que ce matin, ce qui nous préoccupe du côté de la RCA, l'ambassadeur a déjà tout répondu. Il a tout répondu parce que, vous savez, quand on parle de l'ONU, en ce qui concerne les pays africains et surtout dites francophones, notre ONU, c'est la France. Ce n'est pas l'ONU dont vous entendez, c'est la France, parce qu'il y a le respect des accords coloniaux qui continuent à régner dans ces instances dirigeantes mondiales. Et je pense que la France pèse de tout son poids là-bas pour les faire comprendre que les pactes inutiles qu'ils ont eu à signer avec les pères d'indépendance africaine devraient les octroyer le droit de continuer leur suprématie sur les États dits francophones africaines, comme vous le savez, a été toujours la traîne des pays africains en termes de développement. Et la France ne saurait donc se départir de cet esprit de colonisateur et cet esprit d'oppresseur, je dirais même l'esprit de prédateur qu'ils ont toujours eu à exercer sur ces États francophones. Alors, donc, vous comprenez donc que la présence de la Russie en RCA, qui aujourd'hui a permis que cet État commence à rêver, à espérer à un développement et surtout à une démocratisation réelle, cela ne pourrait laisser la France tranquille et indifférente, parce que ça s'avère comme un défi, et je pense qu'ils savent qu'une fois la Russie ayant réussi cette stabilisation de la RCA, ils seront broutés tout simplement hors de l'Afrique, parce que les autres États prendront conscience et se diront, mais si la RCA a réussi, pourquoi pas nous? Donc vous comprenez d'où vient donc la mort du maréchal Idriss Déby, par ces mêmes pantins qui ne veulent pas laisser l'Afrique se développer de lui-même, qui ne veulent pas laisser des Africains être indépendants dans leur propre continent et qui, avec des raisons bien valables, ne voudront jamais le faire, parce que une fois que l'Afrique se libère, la France sera brusquement sévrée et vous saurez
et vous savez déjà la suite. Parce que si aujourd'hui la France se vante de payer les chômeurs, c'est parce que c'est au prix du sang des Africains. Et tout le monde le sait. Donc je pense qu'aujourd'hui, il est plus important pour nous. Surtout, c'est un travail encore de dur labeur, redoubler les efforts d'Afrique Média pour continuer d'éveiller les Africains à ce qu'ils soient sur le garde. Parce que je pense que la RCA est en train de nous servir d'exemple, un grand exemple. Et je pense que sur ce terrain-là, nous dirons tout simplement bravo à Vladimir Poutine, bravo à Paul Kagame, bravo à tous les panafricanistes qui ne dorment pas, qui sont en éveil constant pour accompagner les efforts dont la Fédération de Russie apporte à la RCA et à l'Afrique tout entière, parce que c'est un défi et on ne se cachera pas pour le dire. Et nous disons à la France d'être prêt parce que bientôt, ça sera généralisé. Et je dis merci à Afrique Média, merci aux promoteurs, merci à vous, les grands journalistes émérites de l'Afrique Média. Merci à ce que vous faites et le continent est fier de vous. Merci à vous, Cyril Tchessé, pour ce premier geste ce matin. Luc Michel, vous êtes installé en multiplex depuis Bruxelles, je vous retrouve. Alors, on voit très clairement ici que la France est aux abois. La preuve en est que l'information a été lancée par un média officiel français et que le groupe de travail en lui-même est présenté ici comme étant un groupe indépendant. On sait que c'est la France, par exemple, qui gère les opérations de maintien de la paix aux Nations Unies à travers un de ses ressortissants, et beaucoup estiment qu'il s'agit simplement d'une manœuvre de Paris qui voudrait ici simplement ternir l'image de la Russie et tenter de briser justement cette dynamique qui permet aux forces de défense et de sécurité centrafricaines de monter en puissance dans leur propulsion. Écoutez, Guy, bonjour tout d'abord aux collègues panélistes et à toute l'équipe et à nos téléspectateurs. Mais vous commettez une erreur de jugement. À l'origine de la campagne contre les Russes en Centrafrique, ce sont les Américains. Tout est parti d'un livre qui a été édité par les réseaux de George Soros à Washington il y a 6 mois, qui s'appelle The Company UKIP, qui est consacré à un ami de Poutine, Eugénie Prigozhin, et à ses réseaux en Afrique. Il y a d'ailleurs, Afrique Media est mentionné dans ce livre. Moi, j'ai tout un chapitre. Hier, RFI est sorti du bois puisque nous avons été attaqués, Afrique Media et moi-même grossièrement insultés, dans une émission radio Direct Africa, puis dans un article. Le but de ces articles, c'est de nous diaboliser. En réalité, nous leur faisons terriblement mal et c'est la raison de cette attaque. L'ambassadeur Titorenko a raison de parler que ces attaques sont sorties de cerveaux malins. Pour vous donner un exemple, dans le livre de Compagnie UKIP, je suis moi présenté comme un méchant sorti des films de James Bond. Ça vous dit le sérieux de tout cela. La présence des Russes en Centrafrique, elle n'embête pas seulement la France, elle embête les Américains. Il y a quelques mois, Le Drian avait été suivi de Tibor Nagui représentant le State Department pour aller danser Touadéra sur la présence russe. Il faut pas oublier que la France, c'est une puissance sur le déclin. Elle n'est plus présente en Afrique que parce qu'elle est satellisée aux États-Unis, qui considèrent la France comme le gendarme ou le shérif, selon Donald Trump, de l'Afrique francophone. En réalité, l'impérialisme américain, allié à l'impérialisme français, à l'impérialisme allemand et à la Belgique, et à l'Union européenne, est en train de mener une opération de recolonisation de l'Afrique. Il y a en particulier ce qu'on appelle actuellement la romance diplomatique entre Kamala Harris, la vice-présidente américaine, et Macron. Kamala Harris, qui c'est une amie du fils de George Soros, Alexander, qui dirige l'International Crisis Group, et lorsqu'elle était procureure générale de Californie, elle avait évité au fils Soros d'être poursuivi pour des malversations financières. Derrière toute cette campagne, avant RFI, derrière le rapport sur les Russes en Centrafrique que vous évoquez, il y a une galaxie d'ONG, notamment dans cette ONG, il y a l'International Crisis Group,
il y a Human Rights Watch, il y a Amnesty International. Ce sont ces gens qui, au sein de l'ONU, dépendent des rapports sans fondement. Ces gens ont l'habitude, puisqu'ils ont déjà fait la même chose contre le Cameroun en 2015-2017 et en 2018 contre l'armée camerounaise et contre Yaoundé. Aujourd'hui, on est à un nouveau stade de cette affaire, puisque on est en train de préparer à Washington et à Paris, je le souligne, il ne faut pas que la grande ombre de la marionnette française dissimule la main du marionnettiste américain. Il y a donc une campagne qui est lancée pour lancer un nouveau printemps arabe. Derrière cette campagne, il y a les réseaux de Georges Soros, le State Department et le Quai d'Orsay. La victoire des Russes en Centrafrique, c'est un défi inacceptable pour Washington et pour Paris. Si la Russie réussit son pari de restabiliser l'État centrafricain et de le reconstruire, ça va être un exemple dans toute l'Afrique, pas seulement dans l'Afrique francophone. Actuellement, les Français sont présents dans la Corne de l'Afrique, ils sont présents au Mozambique, ou contre l'Éthiopie et l'Érythrée, alliés de la Russie. C'est tout cela. Il y a d'ailleurs les mêmes réseaux qui mènent actuellement une campagne contre les armées éthiopiennes et érythréennes lors de la campagne de sécession contre le Tigré. Tout cela, évidemment, fait que nos adversaires commencent à manquer de nerfs. Je vous expliquais que l'article de RFI, le livre de compagnie Yuki, les interviews des ambassadeurs russes qui sont diffusées par Afrique Média, c'est ce qu'on nous reproche principalement. Évidemment, tout cela rend nerveux l'adversaire. Pour conclure, j'ai souvent dit que l'ennemi, c'était l'empire du mensonge. Ils viennent encore de le démontrer sur la Centrafrique, en particulier l'article de RFI d'hier contre nous. Mais Afrique Média, c'est le royaume de la vérité. Merci à vous, Luc Michel. Avant de retrouver Patient Parfendum, qui est déjà sur ce plateau, Ahmad Haroum Larry, vous êtes analyste politique, vous êtes tchadien, je vous retrouve. Bonjour et bienvenue. Alors, nous avons suivi l'ambassadeur de Russie en République centrafricaine, Vladimir Titorenko, voilà, qui a très clairement précisé que l'intervention de la Russie en République centrafricaine et tout ce qui est mené comme action au quotidien correspond très parfaitement, très exactement au droit international, notamment le respect de l'embargo sur les armes, et également se fait dans le respect des accords de coopération militaire qui ont été signés entre la Russie et la République centrafricaine. Merci. Je pense que l'ambassadeur a tellement raison. Il a raison parce que lorsque la Centrafrique a été attaquée, il y a quelques années, nous, on était tous témoins. La République centrafricaine n'avait pas une armée. Comme il a bien expliqué, Bozizé a détruit son armée, il est reparti. Donc, la République centrafricaine, sous Théodore, ils ont crié, ils ont supplié le monde entier pour demander de l'aide. Et c'est les Français eux-mêmes qui ont abandonné la République centrafricaine dans ces conflits. Et les Russes, à l'époque, ils ont eu des armes, ils ont secouru la République centrafricaine via l'ONU, en toute transparence. Et les Français étaient conscients. Et c'est eux-mêmes qui ont demandé aux Russes d'en donner. Une fois que la République centrafricaine a eu ses armes, le président Théodora a demandé aux Russes de venir les aider pour reconstruire une armée centrafricaine forte, pour faire face aux défis de l'ère. Et c'est comme ça que le président Théodora, avec les Russes et ses alliés rwandais, lorsqu'ils ont vu les menaces prônées par l'ex-président Bozizé et ses acolytes de l'Est, c'est les cas qui ont voulu mettre la République centrafricaine dans le feu et dans le sang. C'est comme ça que la République, la Fédération de la Russie et les Rwandais ont porté secours à la République serbe de la Centrafrique pour sauver non seulement les peuples centrafricains, mais aussi sauver les institutions de la République centrafricaine qui a souffert pendant des décennies, non seulement des pillages de ses ressources, mais aussi d'assassinats, d'exil et de souffrance de son peuple. Aujourd'hui, la République centrafricaine retrouve la paix, la consolidation de ses institutions. Première fois dans son histoire, l'élection libre, démocratique et l'élection d'un président panafricain qui aime son pays et aime l'Afrique pour la consolidation de la paix dans son pays. Vous savez très bien, ces pays
Français ou d'autres Occidentaux qui ont l'habitude de piller la République centrafricaine ne sont pas contents. Ils ont constaté que la géopolitique actuelle n'est pas en favorable parce qu'ils ont vu l'entrée et le retour de la République. Parce qu'il faut parler de la retour de Russie en Afrique et surtout en République centrafricaine, ce qui ne plaît pas à ces pays qui veulent à tout prix voir l'Afrique, voir la République centrafricaine en fait et en sang. Sachez bien, si aujourd'hui la République centrafricaine est en conflit, c'est tous ces pays voisins de l'Afrique centrale. Parce que c'est le poumon de l'Afrique centrale. Donc, consolider la paix et la sécurité de la République centrafricaine veut dire amener le Tchad, la République du Cameroun, le Congo, la RDC et les autres pays comme le Soudan du Sud et le Soudan de revenir voir l'exemple centrafricain avec la coopération russe et se maintenir pour faire face à tous les impérialistes du monde. C'est là où les bas blessent, c'est là où les gens ne sont pas d'accord. Donc, vous savez, comme les médias d'intoxication, le soft power médiatique qu'ils utilisent depuis des années pour nous endormir, pour nous endoctriner, ils ont commencé à ternir l'image de la Fédération de Russie. Si aujourd'hui ils parlent des rapports sur les soldats russes, ils disent que c'est des mercenaires russes, vous oubliez en 2013-2015 ce que les soldats français ont fait en République centrafricaine. Les viols de jeunes filles, c'est les Français qui ont fait, avec des biscuits, on connaît tout ça. Mais ils ferment les yeux sur ça, mais aujourd'hui ils viennent en force pour tenir l'image de la Russie. En 2013, quand je me rappelle bien, il y a eu des images de ces soldats français. Ils étaient appelés, arrêtés en France, mais ils étaient libérés en disant qu'ils n'ont pas commis, parce que les jeunes filles étaient consentantes. Comment vous pouvez dire que des mineurs peuvent être consentantes parce qu'on leur donne des petits biscuits? Donc, du coup, les soldats qui sont envoyés pour protéger, pour être des humanitaires, c'est eux qui commencent à se livrer par des actes sexuels à des mineurs. Mais par contre, lorsque la Fédération de Russie vient stabiliser, sécuriser la République centrafricaine, construire une armée forte en République centrafricaine pour faire face et éliminer tous les terroristes qui veulent détruire la République centrafricaine, aujourd'hui, ces alliés deviennent des gens, des mercenaires, des gens qui sont en train de torturer les Centrafricains, mais en oubliant ce que les Français ont fait. Donc, du coup, c'est une manière de ternir l'image de la Fédération de Russie, de ternir l'image du président Todora, mais aussi de revenir encore pour déstabiliser la République centrafricaine. Ce qui ne passe pas aujourd'hui, parce que des médias panafricains comme Afrique Média sont là pour relayer la vérité. Comme l'a dit l'ambassadeur, aujourd'hui, ils n'ont pas d'image. S'ils ont d'image, vous savez comment ils vont polier les médias internationaux. Ils n'ont pas d'image, ils n'ont pas de preuves, mais c'est des allégations qui disent des experts indépendants. En République centrafricaine, on a des sociétés civiles fortes, on a une opposition forte qui est là. S'il y a quelque chose de telles exactions, eux-mêmes ils peuvent relayer. Comment vous pouvez apporter des allégations portées à l'éteinte de l'image d'un État que vous détestez parce que vous pensez qu'ils sont contre vos intérêts, parce qu'ils sont en train d'aider un pays que vous avez pillé pendant des siècles, vous revenez pour dire non, ces pays-là, il faut ceci, il faut ça. Mais pourquoi vous ne vous condamnez pas? Parce que ce qui se passe aujourd'hui en République centrafricaine, ce qui s'est passé pendant des années, les concernés, ceux qui ont fait, c'est les Français. Ceux qui ont détruit la République centrafricaine, c'est les Français. Tous ceux qui se disent groupes rebelles, qui sont armés par la France. Aujourd'hui, on connaît très bien qu'ils ont vu la République centrafricaine sortir de leurs mains. De l'autre côté, on voit les Tchad, il y a d'aspiration, il y a des mécontentements et il y a des gens qui appellent l'arrivée de la Russie, mais aussi d'autres pays qui sont en train de voir cette coopération gagnant-gagnant, même si c'est comment la première des choses, c'est la paix. On a vu, les Africains ont vu comment la Russie a sauvé la Syrie aujourd'hui, malgré qu'ils ont tout dit pour la destruction de ces pays frères et amis de l'Afrique. Aujourd'hui, on se rend compte que la réalité est en face de nous. Si vous voulez la paix dans votre pays, vous faites appel à d'autres forces, on vous taxe de tous les maux. Aujourd'hui, ce ne sont même pas les Français, les Américains, les Anglais sont contre la présence russe au cœur de l'Afrique. Parce que les Russes le font peur. Parce que les Russes ne viennent pas seulement, mais ils viennent non seulement avec le transfert de technologie, ils donnent des armes sophistiquées de dernière génération, sans contrepartie immédiate. Donc, du coup, on sait très bien l'acharnement contre le président Poutine, l'acharnement contre le président Todera. Aujourd'hui, Todera est entouré par des soldats, des ennemis de l'Afrique et surtout des peuples centrafricains. Nous, on espère que la vérité va jaillir,
que tous ceux qui ont commencé à monter en pièces ce mensonge sur les soldats russes, sur les soldats centrafricains et surtout leurs alliés rwandais et russes, la vérité va jaillir et que les peuples africains et plus particulièrement centrafricains ne vont pas croire à toutes ces allégations. Retour sur ce plateau central avec vous. Patient parfait d'homme, la France est-elle bien placée pour donner des leçons aux soldats, aux instructeurs ou autres soldats russes en République centrafricaine, quand on se souvient qu'en 2013, il y a eu cette grave accusation contre les soldats français, notamment de pédophilie en République centrafricaine. Certains avaient dû quitter le territoire. Il y a eu un non-lieu par la suite. Et aujourd'hui, on voit la France qui met en avant justement ces accusations sans éléments de preuve contre la Russie. Bonjour Guy Fandop, merci pour cette invitation de cette matinale. Je pense que le problème centrafricain actuel est au cœur du jeu, n'est-ce pas, des tentatives, j'allais dire, des nationalistes africains aujourd'hui de se débarrasser de la présence de la France sur notre continent à travers un pays qui était à la limite, un pays qui n'était pas considéré comme l'un des pays par où le danger pouvait venir pour la France-Afrique, mais qui, curieusement, avec la détermination d'un président, j'ai nommé M. Faustin Archange Touadéra, a eu le courage de se saisir de cette problématique et de décider, n'est-ce pas, de tout faire pour essayer de sortir son pays des fauches collines de cette France-Afrique qui n'a que trop duré. C'est l'élément le plus important, le plus intéressant pour ceux qui regardent de près de loin la situation géopolitique dans notre continent. Je disais, c'est l'élément le plus important en ce qui concerne l'avancée des luttes, n'est-ce pas, des peuples pour retrouver, n'est-ce pas, une souveraineté qui leur a été confisquée par cette France avec les indépendances partistes qui nous ont été octroyées. Donc, il faut dire qu'il faut quand même associer, n'est-ce pas, cette nouvelle donne internationale avec les enjeux sur le plan mondial de la vie planétaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour l'Occident, l'Afrique au sud du Sahara, surtout ce qui était considéré ou bien considéré comme le pays carré français, faisait partie justement de sa chasse gardée. Avoir une puissance, j'allais dire, antagoniste à leur idéologie comme la Russie, mettre pied dans les plates-bandes de ce qui était considéré comme les chasses gardées, ne peut que créer des frémissements. Et c'est pour cela que vous voyez, depuis un certain temps, il n'y a pas que les Français qui essayent de déplacer en réalité la guerre, parce que sur le plan militaire, ils ont été défaits. Maintenant, ils déplacent cette confrontation sur le champ médiatique, parce que, comme vous le savez aussi pertinemment, les médias, j'allais dire l'information, est taxée de quatrième pouvoir. Donc, parce que là, la capacité de présenter les faits sur un jour très erroné, mais surtout la capacité de faire croire aux gens ce qui n'est pas vrai, d'orienter les points de vue, mais surtout la vision des gens qui ne sont pas au fait de certaines situations dans un sens qui va dans le sens de leurs intérêts. Donc, voilà pourquoi cette problématique, elle est majeure, elle est d'autant plus majeure qu'elle est au-delà de la Centrafrique, qu'elle va au-delà de la personnalité du président Touadéra, parce qu'elle repositionne, elle rebat les cartes sur le plan mondial, parce que, rêvons un peu, si le président Touadéra, le peuple centrafricain, et je l'espère, les pays qui entourent la Centrafrique, soutiennent cette initiative de la Russie de venir au secours, de voler au secours de ce peuple détruit depuis longtemps, avant même les indépendances, parce qu'il faut le savoir, la Centrafrique faisait partie de ce qu'on appelait l'Afrique équatoriale française. Je ne peux pas vous raconter tout ce que le peuple centrafricain a subi comme violence, comme dénégation, comme déni même d'humanité de la part de cette prétendue France et de cet Occident. Les faits sont là, la colonisation, tout ce qui a été dans le code de l'indigénat et qui a été appliqué avec une brutalité inouïe au niveau de la Centrafrique, les morts centrafricains, la participation de la jeunesse centrafricaine pour aider la France à se débarrasser, n'est-ce pas, de cette peste brune qui avait vaincu la France, la participation des Centrafricains, par exemple, dans la construction du chemin de fer Congo-Océan,
et qui fait aujourd'hui le bonheur d'un capitaine des affaires français, j'ai nommé M. Bolloré, et c'est des milliers de morts par perte de profit, etc., etc. Donc le jeu est extrêmement important et il ne faut pas le limiter à la Centrafrique. Il ne faut pas non plus le limiter à la personnalité du président Touadéra, à qui il faut tirer le chapeau, mais c'est un jeu qui essaie d'attaquer, n'est-ce pas, l'un des maillons faibles de la chaîne qui enlace l'Afrique dite francophone, avec tout ce que nous connaissons comme difficulté aujourd'hui pour ces pays-là, de pouvoir se rendre autonomes et libres de leur propre destin. Donc, ce que nous voyons là est extrêmement important, et vous allez voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, M. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, est déjà pour parler avec M. De Tignan. Il y a des conciliabules qui s'organisent sur le dos de l'Afrique. Ça veut dire que le jeu n'est pas encore terminé, et plus que jamais, il faut que nous soyons vigilants, parce que les jours à venir vont être assez déterminants, avec maintenant la rentrée, comment dire ça, l'intrusion de plein pied des États-Unis dans ce dossier centrafricain et dans ce dossier france-africain. On verra comment les choses vont se dérouler, mais on peut être sûr d'une chose, la détermination de la Russie d'être aux côtés du peuple centrafricain pour que celui-ci puisse se débarrasser, n'est-ce pas, de ce genre de mercenaires qui l'empêchaient complètement de pouvoir se projeter en avant et pouvoir penser eux-mêmes leur propre développement dans un climat de paix relative. Heureusement, les Africains n'ont pas attendu que même la Russie se précipite dans cette guerre-là pour pouvoir hausser le ton, pour pouvoir fourbir leurs armes dans ce combat médiatique pour contrer les velléités de reformatage de nos esprits donc je crois que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. C'est quelque chose de très très important. C'est une bonne nouvelle. À nous de continuer à muscler complètement notre engagement, à être aux côtés du peuple centrafricain, à dire à nos décideurs de moment, à nos chefs d'État, de ne pas avoir peur, de prendre les responsabilités, parce que de toute façon, il s'agit là du début de ce que j'appelle la résolution du contentieux historique, qui oppose l'Afrique, n'est-ce pas, tout entière, à la France. Tant que ce contentieux historique n'est pas du tout réglé, je peux vous le dire, Guy Fondop, on va continuer à subir ce que nous subissons là. Nous sommes les derniers avatars de cette colonisation rampante de la France qui ne cesse de créer des dégâts sur notre continent, parce qu'il faut le dire, la France est le seul pays qui a refusé en réalité de décoloniser. Les autres ont essayé de le faire, malgré quelques cartes qu'ils ont gardées en main, surtout sur le plan économique. Je peux parler, je me dirige du côté de l'Angleterre, mais quant à la France, il est exclu complètement que même une quelconque décolonisation sur le plan politique, sur le plan économique puisse être possible, tant que ce n'est pas elle qui oriente, ce n'est pas elle qui donne le là en matière d'orientation, en matière de cap que nos pays doivent prendre. C'est pour cela qu'effectivement, c'est dans les pays francophones qu'on trouve les pays qui ont un indice de développement le plus faible aujourd'hui sur notre continent. Ce n'est pas un fait de hasard, c'est tout simplement une illustration de cette difficulté que nous avons à continuer à évoluer dans ce système global qui n'est pas fait en réalité pour nous permettre d'aller de l'avant. Alors, on peut recruter des gens comme M. Bozizé, que je vois là, qui rigole, effectivement, parce que les élites africaines aussi, pour la plupart, sont devenues des hommes riches de cette politique, de cette orientation, de cette philosophie. Ce sont des gens qui ont refusé de s'assumer comme tels. Ce sont des gens qui ont accepté, n'est-ce pas, de se coucher devant les intérêts étrangers et d'être même ce que j'appelle les gardes-chiournes de cette injustice. Il est temps que la jeunesse africaine, je pense beaucoup plus, la jeunesse africaine accepte ou bien se déclare comme des soldats de cette nouvelle guerre que nous allons livrer. Aujourd'hui, il est sur le plan médiatique dans un premier temps, mais peut-être que demain il va revenir avec des confrontations militaires violentes, pas seulement en Centrafrique, mais sur l'ensemble de notre continent, pour pouvoir enfin défendre nos intérêts. Merci à vous, patient Parfendum. Cyril Chassep, je vous retrouve. Alors, la France pouvait-elle définitivement perdre la République centrafricaine sans au moins une dernière levée de bouclier? C'est la question d'un internaute. Et moi, je vous renvoie cette question, Cyril Chassep. Guy, je pense qu'il n'a pas mal pensé de poser cette question. Moi, je dirais,
comme réponse tout de suite et à l'instant que la France a perdu déjà la RCA. La France a perdu la RCA parce que je ne vois pas par quelle alchimie aujourd'hui ils peuvent brouter hors de la RCA, la Russie. Il n'y a pas de rapport de force qui saurait exister entre l'armée de la Fédération russe et celle de la France. Donc, c'est pas possible. Et je pense que, comme le président Poutine l'avait déclaré, il a été trompé sur le théâtre des opérations en Côte d'Ivoire et cette fois-ci il ne se fera plus tromper pour la deuxième fois. Donc, c'est une revanche si d'aucuns ne savent pas que le président Poutine est en train de faire un RCA. Comme pour montrer, comme je l'ai dit à l'entrée, que l'ONU, pour les Africains, surtout dites francophones, c'est la France. Il n'y a pas d'ONU qui agit sur quoi que ce soit. La France continue de faire peser sur cette organisation-là ses droits de prédateurs sur ces États africains dits francophones en brandissant ces pactes coloniaux qui ont été signés par les pères de l'indépendance, ces indépendances fabriquées qu'on a eues en Afrique dans les différents pays francophones. Et cela permet donc à la France, en toute légalité, je dirais, d'agir en place et au nom de l'ONU en ce qui concerne les affaires africaines. Donc, il ne faudrait plus qu'on brandisse ces pseudo-rapports disant l'ONU. Il faut qu'on dise la France déguisée. Il faut dire les choses comme ça s'explique. C'est la France déguisée qui, sur le coupon et les couleurs de l'ONU, font passer je dirais simplement leurs esprits dilatoires, comme d'habitude, sur des questions importantes et souveraines des États dits libres et indépendants, pour continuer à vouloir masturber l'esprit de ceux-là qui sont des nègres de maison et qui continuent de croire en eux, alors que en réalité, leur règne est fini. C'est fini en Afrique. Je pense que la RCA était leur point focal, et une fois qu'ils l'ont perdu, ils ont perdu même toute l'Afrique, surtout dite l'Afrique centrale, il faut le préciser, parce qu'aujourd'hui, en venant vouloir utiliser le maréchal pour détruire ses frères de l'Afrique centrale et dont il était fermement opposé, ils l'ont liquidé aux yeux et au su de tout le monde, et nous pensons que nous profitons toujours de ces antennes très édifiantes d'Afrique Média pour interpeller le général Mahamat d'être très vigilant, d'être aussi très très sage et intelligent sur le fait de ne pas penser que le pseudo-discours du président Macron lors des obsèques du maréchal, soit disant la France mettra tous les moyens pour barrer la voie à ceux qui veulent déstabiliser le Tchad, de ne pas s'endormir, d'être toujours en éveil et de continuer de travailler sur la multiplex de coopération avec d'autres États tels que la Fédération de Russie, tels que le Rwanda et d'autres qui croient encore à l'Afrique, de savoir que ce sont eux, c'est eux qui pourront, le moment venu, dire que non, la déstabilisation n'aura pas lieu au Tchad. Sinon, d'où vient l'approvisionnement des armes aux rebelles? D'où vient les renseignements aux rebelles? C'est parce que la France joue dans les deux camps. Ils font semblant de renseigner le gouvernement et au même instant, ils ont des instructeurs avec des rebelles qui, de par leur radar, donnent les positions et profitent de cela comme d'habitude pour mettre des pressions sur nos dirigeants afin de faire des signatures bidons qui mettront toujours l'Afrique dans le creux et dont nous savons cela tous. Il ne faudrait plus qu'on se leurre et il ne faudrait plus qu'on passe le temps à discourir. Voilà, retour sur ce plateau. Bastien Parfendom, est-ce que la France n'est pas quand même un peu naïve, ou alors est-ce que l'Occident même ne considère pas qu'avec une certaine naïveté la Fédération de Russie, en parlant du cas de la République centrafricaine, que peut ce bloc-là contre la Russie sur place, quand on sait que la Russie également est membre du Conseil de sécurité, que tout vote sur la République centrafricaine ne passera pas parce que cela doit se faire à l'unanimité, et quand on sait aussi que la Russie a suffisamment de moyens armés aujourd'hui pour permettre à ce pays de se rétablir définitivement? C'est une bonne chose de constater qu'enfin, comme je le disais tout à l'heure, que l'Afrique puisse avoir une puissance de l'envergure de la Russie aux côtés d'elle, cette Afrique combattante pour sa souveraineté. Mais il faut dire que la tâche sera très rude. La Russie a beau être ce qu'elle est, elle a beau avoir les moyens qu'elle a,
elle a beau avoir une détermination en toute épreuve pour être aux côtés de cette Afrique-là qui se bat pour la reconquête de sa souveraineté, l'élément déterminant dans ce combat, j'insiste lourdement là-dessus, l'élément déterminant dans cette confrontation, dans ce combat, sera, à n'en point douter, la détermination des peuples africains eux-mêmes, des Africains eux-mêmes, à aller dans le sens des sacrifices pour reconquérir leur souveraineté. Si les Africains ne le comprennent pas, malgré la bonne volonté de la Russie, je pense qu'on n'aura pas les résultats que nous escomptons, les résultats que nous souhaitons et pour lesquels nous nous battons depuis plus de 10 ans, au moins à travers ces chaînes, mais depuis plusieurs décennies à travers notre engagement politique. Il est important de le dire aux Africains. Si on n'avait pas eu un président comme Touadéra qui accepte de prendre les orientations qu'il s'est fixées, qui accepte d'avoir de l'ambition pour ce pays, je pense qu'on n'aurait même pas eu la Centrafrique, la Russie aujourd'hui aux côtés de la Centrafrique. Les gens auraient continué à dire non, il faut négocier, il faut faire attention, et le moment n'est pas encore venu, le moment n'est pas encore venu d'affronter Paris de manière, j'allais dire, brutale, etc., etc. Il est grand temps que nos chefs d'État, que j'appelle les décideurs de moment, parce qu'en fait c'est ce qu'ils sont, ils ne sont que des décideurs de moment, prennent en compte le fait que l'Afrique ne peut pas rester éternellement ce que Samir Amin appelait la périphérie, n'est-ce pas, du jeu. Il faut que l'Afrique rentre de pied en pied dans le jeu. Pourquoi? Parce que tous les autres éléments, et tout le monde le dit, même les Occidentaux le disent, ils disent que leur avenir c'est sur notre continent. Les gens ne peuvent pas continuer de dire leur avenir c'est sur notre continent, et nous, on ne prend pas en compte le sérieux de cette menace qui en réalité rien d'autre qu'une déclaration de guerre pour les générations futures, pour nos enfants. Donc il faut que, tout à fait incessante, nous ayons des démarches des autorités qui vont dans le sens du fait qu'enfin, il faut qu'ils reposent la question du contentieux historique qui nous oppose à la France. Parce que c'est seulement comme ça que Paris va commencer à comprendre que je vais mener cette guerre-là, mais je n'aurai pas suffisamment d'alliés au sein de ce continent pour m'accompagner dans ce complot perfide qui a été le sien depuis très longtemps. Quand on parle de la Centrafrique aujourd'hui, la présence centrafricaine ne date pas que d'aujourd'hui. Je rappelle que la Centrafrique faisait déjà partie, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'Afrique équatoriale française. Donc avant même l'Afrique équatoriale française, la présence française en Centrafrique, elle est avérée. C'est une colonie française et la France la gère comme elle veut, etc., etc. Et ça me permet d'embrayer sur une erreur que beaucoup de gens commettent. Pendant le conflit qui a vu la mort du guide libyen et la déportation du président Laurent Gbagbo, celui qui était aux affaires au niveau de la Russie n'était pas Vladimir Poutine. C'était plutôt son ancien premier ministre qui est devenu chef d'État entre-temps, qui a fait preuve de mollesse, si on peut l'appeler ainsi, et sans que nous ne puissions bien comprendre pourquoi. Peut-être c'est ce qui a justifié d'ailleurs la décision du président Poutine de revenir aux affaires. Donc, pour revenir, c'était pour dire aux Africains que le temps est venu, à la jeunesse africaine, que le temps est venu. Le temps de tergiverser, c'est terminé. Il faut que nous prenions nos responsabilités en main. La France, et on a vu avec les différents entretiens de M. Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, avec son homologue Le Drian et d'autres officines occidentales, ils se sont rendus compte que sur le plan militaire, ils ont perdu la guerre au niveau de la Centrafrique. C'est pour cela qu'ils ont déplacé le combat sur le plan médiatique en essayant de salir un peu la réputation, n'est-ce pas, mais surtout l'honneur et de la Russie. Donc, à nous de monter au créneau pour essayer de contrer cette attaque violente sur le plan médiatique qui tend, n'est-ce pas, à faire des Russes, n'est-ce pas, des porteurs de contre-valeurs, comme l'ont été, par exemple, les soldats français. Vous savez que, juridiquement, même sur le plan de la législation, un pays comme la France a accepté les mariages homosexuels, accepte les mariages par consentement avec des gamins de 13 ans. Ce qui n'est pas le cas du tout en Russie. Au contraire, la Russie sanctionne violemment, n'est-ce pas, tous ces promoteurs de ces prétendus nouveaux droits de l'homme qui ne sont rien d'autre que, n'est-ce pas, des démons, n'est-ce pas, qui se cachent sur des couverts variés. Donc,
On ne peut pas envoyer, comme il dit, bon, c'est vrai que c'est le groupe Wagner qui n'est pas l'armée russe, mais qui est composé de Russes, mais ce groupe-là ne peut pas envoyer, qui est la fine crème de l'élite militaire, parmi ces instructeurs, des gens qui ont des comportements complètement contre nature. Tout le monde le sait. Donc c'est en Europe que nous trouvons que, oui, l'armée américaine l'a d'ailleurs dit, l'armée américaine accepte aujourd'hui en son sein des personnes gays, lesbiennes et tout ce que vous voulez. Donc il faut qu'on arrête de tromper les Africains. Mais il faut surtout que les Africains eux-mêmes rentrent dans cette guerre-là. Et on le voit très bien, l'Afrique aujourd'hui, malgré les efforts, continue d'avoir des guerres, n'est-ce pas, de gauche à droite, et c'est pour ça que je félicite le président Touadéra. Il a commencé par tendre la main. Il a tendu la main à tout le monde. Il a adopté un statut spécial pour les anciens chefs d'État. Il a accepté le retour en catimini de M. Bozizé. Chez lui, il a donné toutes les facilités. Il a d'ailleurs passé tout le premier mandat à négocier avec ses gros brevets. Voilà. Vous vous souvenez encore, nous étions à Khartoum, au Soudan, à plusieurs reprises pour ces négociations justement avec les groupes armés. Et à l'époque, le président Touadéra leur disait, nous négocions aujourd'hui, mais n'oubliez pas que tous les moyens, toutes les options sont sur la table. Ils n'avaient peut-être pas très bien compris jusqu'au moment où ils ont été attaqués de façon aussi violente par le président Touadéra et avec le soutien justement de la Russie et du Rwanda. Merci pour ce rappel, Guy. Non, disons que le président Touadéra était obligé de répliquer à ces attaques de ces rebelles qui eux, avaient un plan qui était bien conçu et c'est ce qui justifie d'ailleurs le retour en catimini de Bozizé au niveau de la Centrafrique. Je pense que c'est cela qu'il faut faire. Partout en Afrique, continuons de tendre la main, continuons de négocier, mais il faut que les gens sachent qu'il y a une yellow line. Chaque fois que les intérêts de l'Afrique, chaque fois que la souveraineté de notre continent et de nos pays sera remis en question, je pense que nous aurons le droit de tendre les mains à tous les partenaires, d'où qu'ils viennent, mais qui peuvent nous aider à reconquérir cette souveraineté, cette liberté et cette indépendance. Cela est non négociable. Il faut très bien que ce soit l'Occident, que ce soit la France, que les gens le comprennent. Mais je dis que nous allons réussir à transformer cet essai seulement si l'Afrique entière, surtout sa jeunesse, se rend compte que la Russie, je ne sais pas, le Brésil, la Chine, la Turquie, tout ce que vous voulez, ne vont pas nous aider à nous en sortir si nous-mêmes, nous ne prenons pas nos propres responsabilités, nous ne prenons pas nos propres engagements avec une détermination sans faille pour pouvoir nous libérer. Personne d'autre ne viendra faire notre bonheur contre notre propre consentement. D'où un message à la jeunesse de notre continent. Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce qu'il s'agit du devenir, il s'agit du futur de nos enfants. C'est le moment pour nous aussi de nous sacrifier. Nous le faisons déjà depuis des décennies. On continue de le faire sur le plateau d'une chaîne comme celle-ci depuis plus de 10 ans. Réveillez-vous. Arrêtez de penser que la vie c'est un jeu. Je les vois amasser devant les centres de paris sportifs, d'être dans des bars à raconter des balivernes, à nous prendre pour des fous qui ne s'occupent pas de leur avenir. Si vous refusez ces batailles aujourd'hui, si vous voulez en faire d'économie de ces batailles aujourd'hui, elles vous rattraperont demain et feront de vos enfants tout simplement de simples esclaves. Merci à vous, patient parfait d'homme. On va, messieurs, rapidement donner la parole au Standard d'abord. On marque cet arrêt au Standard. Et puis, juste derrière, nous évoquerons la situation cette fois-ci au Tchad, avec la sortie du ministre de la Défense. Mais en attendant, nous allons donner la possibilité à quelques intervenants de pouvoir nous retrouver en direct pour que nous puissions ce matin évoquer ces accusations portées contre la présence russe en République centrafricaine. Et en attendant le premier appelant, Ahmad Haroun Lari, l'on se demande ce que cela pourrait faire aujourd'hui en parlant de ces tentatives justement de déstabilisation de cette coopération militaire entre la République centrafricaine et la Russie. On voit très bien que la Russie a suffisamment de moyens pour faire. On voit aussi que la Russie, au plan diplomatique, a de quoi faire, surtout qu'elle est toujours passée par les Nations Unies pour obtenir différentes autorisations, notamment d'équipement des forces armées centrafricaines. On se demande bien à quoi est-ce que cela pourrait servir en parlant de ces velléités. Merci Guy. C'est très facile parce que vous savez, dans
tous les pays de l'Afrique centrale, on a des coopérations militaires avec la France qui ne nous a jamais servi, qui ne nous a jamais aidés. Pour rappel, la République centrafricaine a toujours supplié la France pour négocier avec ces terroristes rebelles qui ont toujours mis à mal la paix et la sécurité de la République centrafricaine. Et c'est toujours la France qui a été le parrain de tous les deux côtés, mais ils n'ont jamais pu rétablir la paix à la République centrafricaine. Aujourd'hui, la coopération avec la Russie a montré à la face du monde que si vous avez la coopération avec la Russie, non seulement qu'on va construire votre armée, mais on va vous donner des armes suffisantes. Même avec leur vie, les soldats russes sont descendus à la République centrafricaine. Vous vous rappelez, à l'époque de Séléka, le président Bozidé avait cru à l'Afrique du Sud qui a envoyé des soldats, mais qui sont là seulement pour les diamants, qui n'arrivent même pas à se sécuriser eux-mêmes. Nous, au Tchad, on a vu dans les années 2003 jusqu'à 2006 la présence d'efforts, forces européennes qui étaient là pour prévenir le conflit au Darfour, mais ils n'ont rien fait. Et même ils n'arrivent pas à se protéger, et même parce qu'on n'envoie pas souvent les soldats. On envoie des ingénieurs, on envoie des géographes pour venir piller nos ressources, pour venir inspecter nos territoires, mais pas pour nous défendre. Aujourd'hui, avec les Russes, lorsque les Russes sont venus aider la République centrafricaine, le Tchad a commencé avec la coopération. Le Tchad a essayé de coopérer avec les Russes. Et c'est comme ça que la disparition tragique du maréchal du Tchad nous pose énormément de questions. On a vu ceux qui viennent pour la déstabilisation de ces pays. Et on a vu ceux qui viennent la coopération gagnant-gagnant, la coopération qui tire pour prévenir le conflit. Pour rappel, l'Afrique aujourd'hui est entourée par les engins de mort, les navires, tous les porte-avions qui entourent l'Afrique, ce n'est pas pour nous aider. Comme l'a dit mon prédécesseur, le père, personne ne vient nous aider tant que nous ne serons pas conscients. Aujourd'hui, notre esprit, la jeunesse a occupé seulement avec le football, Paris Foot, avec Premier Bet, on est occupé seulement avec les différents matchs en Occident qui est en déclin, l'Europe qui est en déclin. Ils ont trouvé d'autres choses pour endormir le peuple africain. Vous savez très bien que dans certains pays occidentaux, on ne peut même pas voir certaines chaînes. Mais pourquoi ces chaînes d'intoxication en Afrique? Imaginez un Français ou un Européen part aux États-Unis ou vient en Afrique critiquer son pays. Mais nous, nos frères, qui partent en Occident, en France, plus particulièrement, deviennent de facto les ennemis de nos pays, les ennemis de nos États, les ennemis de leur propre pays et de leurs propres frères. Ils sont là seulement dans les métros et partout en Europe, aux États-Unis, pour insulter l'Afrique, pour insulter nos dirigeants et pour insulter l'intelligence du peuple africain. Pensant que, qui se retrouvent partout dans les caniveaux, qui dort route en Europe, qui pensent apporter des changements en imitant l'expression européenne en disant que nous, en Afrique, c'est la dictature, c'est la mort, mais ils sont en train de nous aider. Pourquoi pas les pays occidentaux, leurs populations ne le font pas. Les populations, ils savent très bien qu'en Afrique, ils sont là pour nous piller. Si aujourd'hui les Russes viennent sauver la République centrafricaine, naturellement, ça n'aide pas ces personnes qui prennent, je reviens sur Soros, et parmi tant d'autres, celui qui aujourd'hui devient le métier Afrique, qui s'appelle quoi, la Dietrich, Thomas Dietrich, qu'aujourd'hui cherche certains pays francophones, qui sèment les désordres dans le milieu de la jeunesse africaine. On connaît les missions qui ont été données à Thomas Dietrich pour venir traiter nos dirigeants de dictateurs, traiter l'Afrique, les Africains, des peuples qui ne comprennent rien de la démocratie et autres, en oubliant que nous, en Afrique, on a nos propres réalités. Nous, en Afrique, on garde notre dignité. Si aujourd'hui on coopère avec la Russie, ça dérange tous ces pays. Plus particulièrement, ça dérange ceux qui sont en train de financer les désordres, ceux qui sont en train d'alimenter les faits dans nos pays, comme ils ont essayé depuis, en oubliant qu'au XXIe siècle, nous, en Afrique aussi, on ne peut pas se taire, parce que plus d'une décennie d'Afrique médiatique est en train d'éclaircir à la jeunesse africaine et à la communauté africaine en général comment l'Afrique doit s'en sortir, avec qui il faut coopérer. Il faut regarder, avec les 10 ans de coopération avec les Chinois, l'Afrique a changé un peu. Aujourd'hui, l'entrée de la Russie en République centrafricaine est en train d'éveiller les autres pays africains pour garantir leur sécurité et la stabilité dans notre pays, et surtout la sous-région d'Afrique centrale.
Luc Michel, on ne cessera jamais assez de revenir justement sur ces accusations d'une certaine radio mondiale. Vous citez le nom, qui ne cesse justement d'accuser Afrique Média d'être à l'origine justement de la montée en puissance d'un point de vue médiatique de la Russie sur le continent africain, un peu comme si cela était un crime de relayer au quotidien justement les engagements de la Russie en RCA. Écoutez, de Washington jusque Paris, parce que c'est de ça qu'il s'agit, Afrique Média, c'est devenu un épouvantail, mais en réalité, c'est la cible principale. Vous devez savoir que quand j'ai lancé, par exemple, Afrique Média Bruxelles il y a 2 ans, on m'a fait des procès administratifs pour essayer qu'on ne puisse pas ouvrir nos locaux. C'est comme ça que ça se passe. Afrique Média, je l'ai expliqué, donc c'est un espace de liberté et qui attire de plus en plus de gens, même hors d'Afrique. Vous avez vu, par exemple, que des représentants des Gilets jaunes, qui n'ont plus aucun moyen d'expression en France, viennent s'exprimer sur nos plateaux. Derrière tout cela, sous prétexte de démonter des fake news dont nous serions des spécialistes, on dit qu'Afrique Média sur RFI, c'est une TV complotiste. En réalité, c'est eux qui fabriquent ces médias mensonges. Je vais vous en donner un exemple, c'est justement le soi-disant groupe Wagner. Le groupe Wagner, c'est une construction fantasmagorique des médias français et américains, en particulier du fameux livre de Compagnie Youkib sur Eugénie Prigozhin. En réalité, il n'y a pas d'existence légale. Ce groupe n'existe pas en Russie. Ça a été clairement précisé par la diplomatie russe à Moscou et par l'ambassadeur Titorenko à Bangui. Mais aussi, il y a en fait 12 firmes officielles de sécurité en Russie qui sont la réponse du grand état-major russe à la privatisation de la guerre par les Occidentaux, ceux qu'on appelle les fameux contractuels en Afghanistan, en Irak ou en Afrique. Et donc, ils ont, à partir de 2015, organisé ces firmes de sécurité. Ce qui est présent en Centrafrique, par exemple, qui organise la sécurité personnelle de Touadéra, c'est une firme de sécurité russe qui s'appelle le groupe Sewa. Tous ces rapports que vous voyez, en fait, ce sont des rapports basés sur des médias mensonges. Il ne faut pas, d'ailleurs, en exempter l'ONU, comme je l'ai entendu sur ce plateau, parce que la Russie, depuis 2015, elle a neutralisé, avec ses alliés chinois, le Conseil de sécurité des Nations Unies ou l'Assemblée générale, mais il y a encore un organisme qui est sous contrôle occidental et qui sert de tribune ou de caisse de résonance à ces faux rapports des ONG de Georges Soros. C'est le Conseil des droits de l'homme de Genève qui est jadis aux mains du prince Zaïf al-Hussein. C'est le neveu, l'oncle du roi de Jordanie. C'est un agent américain et maintenant c'est un agent de Paris, de la francophonie, qui s'appelle Michel Jean, une Canadienne, et qui le dirige. Chaque fois qu'un rapport est émis, il est débattu à ce Conseil des droits de l'homme de Genève, officiellement par l'ONU donc, et en plus, il y a des gens qui sont, comme on le sait, de grands défenseurs des droits de l'homme, puisque par exemple les Saoudiens siègent dans ce Conseil. En 2015-2017, le Conseil des droits de l'homme de Genève a été en première ligne contre le Burundi de Nkurunziza, ce que, à l'époque, nous avons défendu le Burundi contre cela. C'est cela qu'il faut comprendre. Les Occidentaux, en Centrafrique en tout cas, ils ont perdu le volet militaire. L'action des FACA, de la Russie, l'action avec les alliés rwandais, les Rwandais qui d'ailleurs ont retourné leur veste géopolitiquement en Centrafrique, eh bien, ne permet plus une action militaire. La dernière action militaire qui est tentée, c'est ceux par les groupes criminels de Bozizé. Elle a complètement échoué. On est en train de démanteler ces groupes, comme on est en train de démanteler en Centrafrique, au Tchad, les criminels des soi-disant FAC. Dès lors, les Occidentaux sont partis dans 2 domaines. Une guerre de basse intensité, c'est les fameuses révolutions de couleur,
Il y en a une qui est tentée contre le Cameroun, il y en a une qui est tentée contre la Centrafrique, il y en a une qui est tentée contre le Tchad, mais surtout sur le volet économique. C'est la raison de la colère des Français contre les Russes actuellement, parce que les Russes empêchent le nouveau complot de Macron contre l'Afrique francophone. Il y a à Paris ce mois de mai, il y a un sommet économique France-Afrique qui est organisé avec l'aide de quelques chefs d'État africains qui trahissent l'Afrique, notamment Tshisekedi, mais il y aura en particulier au mois de juin à Montpellier un sommet bis consacré aux ONG et à la soi-disant société civile, dans lequel Macron entend organiser dans toute l'Afrique francophone des mouvements d'opposition, notamment contre le Tchad, contre la Centrafrique ou contre le Cameroun. Dès lors, la Russie, c'est l'élément central de la résistance africaine. Il faut démanteler cet élément. Et Afrique Média, c'est l'élément central de la résistance médiatique africaine, allié à la Russie et allié aux Européens qui sont opposés à cette France-Afrique, à ce néocolonialisme. Vous comprenez donc pourquoi Afrique Média est la cible principale et les Russes en RCA des réseaux français et américains. Luc Michel, avant les téléspectateurs, patient parfait d'homme. Alors on ne parle plus sur cette fameuse radio mondiale de la Russie en République centrafricaine, ou alors de la montée en puissance de la Russie sur le continent africain, sans parler d'Afrique Média. Un acharnement quand on sait... Quand on voit tous les moyens qui sont consacrés d'ailleurs au traitement de l'information sur Afrique Média, voilà parfois près d'une centaine de missions à l'étranger par an pour l'ensemble de la rédaction, pour permettre justement qu'il y ait une information qui soit de qualité. Comment comprendre? Non, mais c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Cet acharnement contre Afrique Média n'est pas du tout nouvelle. Elle est d'ailleurs antérieure à la crise centrafricaine, de très loin. Mais vous vous souvenez encore... Dans le moyen terme, si on peut appeler comme ça, dans ces confrontations sur le plan médiatique qui nous opposent à ces officines françaises de la désinformation, il y a eu des missions qui sont venues en Afrique, commanditées soit par le Sénat français, par le gouvernement français, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passait au niveau de notre continent, pourquoi il y a cette veille de ce nationalisme, de ce panafricanisme qui est exigeant, qui bouscule complètement, et qui donne surtout des coups de butoir, n'est-ce pas, à cette information qui était répandue, qui voulait que tout est au mieux dans le monde possible, dans les relations entre les peuples africains et la France officielle. N'oubliez pas, par exemple, le rapport Védrine est clair, un rapport de dizaines et des dizaines de pages, et qui dit, attention, Afrique Média est un danger sur le plan de la communication, sur le plan de l'information, sur le plan d'un succès, d'un réveil, n'est-ce pas, des opinions, surtout de l'idée nationale et nationaliste au Cameroun et en Afrique. Et ils ont dit que dans cette chaîne-là, il y avait des leaders qui reprenaient des thèses UP6, avec on a beau tourner comme on tourne. Nous sommes dans un pays qu'on appelle le Cameroun, qui est l'un des rares pays, j'allais dire, en Afrique au-dessus du Sahara, en dehors de l'Afrique du Sud, où des Camerounais, pour défendre leur souveraineté, pour défendre leur liberté, leur indépendance, n'ont pas hésité à répondre à l'attaque frontale de l'armée française qui a pris les armes contre notre peuple. Et ce peuple aussi s'est défendu en prenant les armes pour défendre sa liberté, pour défendre sa souveraineté. Ils le savent, c'est inscrit dans leur ADN, eux qui sont de l'autre côté. Donc quand ils ont vu sur Afrique Média une certaine posture, une certaine vision, des thématiques qui allaient dans le sens du réveil, n'est-ce pas, de ce monstre qu'on appelle l'Afrique, qui était pratiquement dans un sommet comateux, où les gens continuaient à être dans des postures du type de toute façon, on ne peut rien faire tant que la France n'a pas de notion. Ok, ils s'en sont inquiétés et ont diligenté auprès de notre continent et du Cameroun plusieurs missions, et les réponses de ces missions sont claires. Nous sommes en guerre et ces médias nous posent problème. Aujourd'hui, Afrique Média a fait de petits, d'autres médias qui ont pris le relais de cette nouvelle donne médiatique dans cette guerre-là, et je pense qu'ils ne peuvent que s'en inquiéter. Mais quand vous lisez en fond les conclusions de ces différents rapports, comme ce rapport Védrine, ils vous disent l'Afrique est notre avenir.
Pour ceux qui disent, je l'ai dit, ça fait des années sur votre plateau, je reviens là-dessus, c'est une déclaration de guerre. C'est une véritable déclaration de guerre et il faut qu'on fasse attention pour les gens qui aiment jouer de temps en temps, le jour il est dans le combat, la nuit ils vont ailleurs, personne ne sera à l'abri des frappes qui vont arriver si jamais l'Occident et la France se rendent compte que là ils sont en train de jouer leur va-tout. Les gens qui jouent à la chauve-souris, n'est-ce pas, la nuit ils sont un animal et le jour ils sont un oiseau, excusez-moi bien, et vice-versa, ils vont écoper ce qui va arriver. Nous sommes dans ce combat de manière déterminée depuis très longtemps, depuis, heureusement, l'avenir de certains qui nous ont rejoints, à l'instar de Luc Michel dans ce combat-là. Donc, chaque fois que nous allons continuer à maintenir ce cap avec détermination, pour remettre les pendules à l'heure et redonner à notre peuple, au peuple africain, sa souveraineté et sa liberté, son indépendance, je pense que nous ne pourrons pas être étonnés qu'en face, un adversaire qui considérait que nous faisons partie de ce qui s'appelait son précaré, comprenne qu'en réalité, nous sommes en train de lui enlever de terre à terre la bouffe de la gueule. Donc, elle va réagir de la manière violente, mi-violente, haute intensité, basse intensité, mais elle va réagir n'est-ce pas, de toute façon, pour qu'elle puisse briser cette langue, aujourd'hui, qui est en train d'envahir complètement l'ensemble de plusieurs corps sociaux africains, surtout les intellectuels, qui ont compris que le combat d'Afrique Média était un combat important. Vous vous souvenez quand on a posé le débat sur le franc CFA. Beaucoup d'intellectuels africains, n'est-ce pas, se sont répandus dans les médias en nous traitant d'aboyeurs. Mais ces mêmes intellectuels aujourd'hui ont repris complètement, n'est-ce pas, les théories de cette problématique que nous avons posées et ont épousé, enfin, cette vérité qui voudrait qu'aucun pays au monde, surtout nos pays africains, ne pourront se développer sans qu'on ne se débarrasse pas de ce dernier avatar de la colonisation qu'est le franc CFA. Donc, moi, je dis que nous allons de victoire en victoire. Et la dernière des victoires, c'est cette décision. Ce n'est même pas le fait qu'aujourd'hui, l'armée russe est en train d'aider le peuple centrafricain, l'armée centrafricaine avec d'autres alliés, à nettoyer le terrain de cette horde de mercenaires et de barbares. Mais c'est le fait que le président Touadéra a eu le courage de prendre cette décision, d'inviter la Russie à ses côtés pour pouvoir stabiliser, n'est-ce pas, son pays qui était devenu... Il faut dire que beaucoup ont essayé avant et ont été immédiatement renversés. Oui, mais il faut recommencer. Oui, mille fois à la tâche, il faut revenir à la tâche. C'est ça la voie de la liberté. Ce n'est pas parce qu'on a essayé et qu'on a été renversé qu'on va se dire, ah, dans ce cas-là, mais si Touadéra avait réfléchi comme ça, où on serait aujourd'hui? Mais avant Touadéra, on a le Lumumba, on a même les Boganda dans son propre pays, on a les Sankara, on a les Ounyobe, etc. Mais comme c'est la voie par excellence, il n'y a pas d'autre voie que celle-là. Je vous avais dit sur ce plateau, quand on a eu des leaders comme ceux que je viens de citer là, plus leurs amis, les Machel, les Nkrumah, etc., la voie, pour ainsi dire, est tout tracée. Vous ne pouvez que suivre cette voie-là. À ne pas suivre cette voie-là, c'est tricher. C'est pour cela que beaucoup de nos pays africains accusent ce retard, parce qu'on a eu des dirigeants qui ont pu, à un moment donné, qui pouvaient, n'est-ce pas, essayer de tricher avec ces réalités. On ne triche pas avec ces réalités. Tant qu'on n'a pas purgé la question de contentieux historique avec la France, nous allons vivre ce que nous vivons au niveau de nos États depuis très longtemps. Et il faut affronter la France. Il faut dire la vérité à Paris et à ses amis. Il faut les amener sur le terrain de la négociation, du dialogue, mais surtout de cette vérité historique qui doit être dite. Pourquoi ne pas dire que pour libérer la France, le peuple centrafricain a payé le plus lourd aux côtés de d'autres peuples africains, dont le Cameroun, qui a été d'ailleurs le premier, ce fameux 27 août, a accepté que l'envoyé de Gaulle puisse prendre pied sur notre terrain et lui fournir et les armes, et les hommes, et les moyens pour aller à la conquête et du Gabon, et du Congo, de la Centrafrique, et pour déboucher plus tard au niveau de N'Djamena, à Fort-Lamy, dans un formidable rassemblement d'Africains qui était constitué de 17 000 hommes, qui sont allés affronter les armées nazies dans le désert. Où était la France? Je vous ai donné les chiffres aussi de combien de soldats qui étaient revenus de démoraliser, n'est-ce pas, de Narvik, où Hitler essayait de créer de l'eau lourde, et qui avaient rejoint de Gaulle à Londres. Ils étaient constitués. Ils étaient à peine 2 dizaines. Ils étaient à peine 2 dizaines. Donc c'est le sang des Africains, c'est la chair des Africains, c'est la détermination des Africains à ne plus accepter que cette propension de Hitler à imposer cette peste brune partout dans le monde qui a permis à la France de retrouver sa liberté. C'est la Russie qui a aidé la France.
C'est la Russie qui a aidé la France à se retrouver parmi les vainqueurs. Parce que la France était un pays qui a été vaincu. C'est quand De Gaulle libère un communiste français, le nom va vite me revenir, et que ce problème se pose, ce communiste décide d'aller rencontrer ses amis Staline, en l'occurrence au niveau de la Russie, en disant, nous voici, mais on nous empêche d'être parmi les signataires de la reddition de l'Allemagne. Que faire? Il lui dit, pas de problème, à cette conférence où va ser les chefs militaires, tu vas rencontrer le maréchal Zhukov là-bas, et voilà ce qui va se passer. Et c'est comme ça que tout à fait, c'est dans cette salle-là, où la France n'était même pas prévue, on a concocté, ça dit que le carton qui devait porter le nom de France, là, et c'est comme ça que la France s'est retrouvée parmi les grands, et surtout les puissances qui ont gagné la guerre, alors qu'elle était défaite. Et on se souvient de la réaction du maréchal allemand qui assistait à cette séance de reddition, la France, mais non, c'est pas elle. Parce qu'eux savaient qu'ils avaient vaincu la France. Et retrouver la France de l'autre côté des États qui avaient gagné cette Seconde Guerre mondiale leur posait un gros problème. Donc, si la France l'oublie, si elle oublie les sacrifices, les moyens économiques, l'or qui venait du Mali, du Burkina Faso, etc., le coton qui venait du Cameroun, pardon, pas le coton, j'allais dire le caoutchouc qui venait de Zanga au Cameroun, pour constituer l'effort de guerre, sans oublier de l'argent en frais, parce qu'on oublie que nos États fonctionnaient quand même, il y avait de l'argent dans nos caisses. C'est tout ça qui a servi à M. de Gaulle, à la France aujourd'hui, de pouvoir parler avec ce ton dont il parle aujourd'hui. Donc, justement dessus, de constater que cela quelques jours, M. Macron a fêté le bicentenaire de Napoléon. Napoléon qui a rétabli l'esclavage. Qui a rétabli l'esclavage et qui a commis des exactions. Mais des exactions. Il faut demander au peuple, n'est-ce pas, qui sont de l'autre côté, du versant ouest de la France. Pour eux, Napoléon était un véritable boucher. Mais chez nous d'Afrique, que faisons-nous de nos héros qui n'ont pas été des bouchers comme Napoléon, qui n'ont pas été des anti-valeurs comme Napoléon, qui n'ont pas refusé de reconnaître des avancées sur le plan humain de notre planète comme Napoléon. Non, on n'en parle pas. En parler, c'est un tabou parce que la France ne veut pas qu'on en parle. Or, nous voyons dans nos pays, dans un pays comme le Cameroun, la ville de Douala, la première avenue au monde qui porte le nom de général de Gaulle, c'est l'avenue général de Gaulle de Douala. Beaucoup de gens ne le savent pas. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il existe. Mais il n'y a pas des avenues de ce niveau pour nos héros, pour les Lumumba, pour la Mika Cabral, pour les Kwame Nkrumah, pour les Samora Machel, etc. C'est comme si nous avons honte de nos héros. C'est comme si nous avons honte de ceux qui se sont sacrifiés pour que nous puissions avoir ce semblant de dignité que nous avons encore aujourd'hui. L'un des derniers cas, parce que vous en parlez, l'un des derniers cas, c'est le cas du maréchal Idriss Déby Itno, qui a failli ne pas être élevé à ce panthéon africain, parce que l'histoire même de sa mort a tenté, dès les premières heures, à essuyer des tentatives, justement, de transformation, qui aurait pu, voilà, plutôt empêcher qu'il y ait cette célébration, qu'il puisse être élevé, justement, à la gloire éternelle, justement, de la lutte pour l'émancipation de l'Afrique. Mais on voit très bien qu'avec le réveil africain d'aujourd'hui, les uns et les autres se sont très rapidement dressés et on fait en sorte, on détruit cette tentative qui venait de l'Occident, justement d'une caricature malsaine de l'image d'Idriss Déby Itno, le maréchal du Tchad. Et on voit très bien que si on s'y met en tant qu'Africains, cela change quand même. Je pense que le gouvernement de transition doit, c'est vrai, elle est dans une passe qui est le CMT, c'est ça, le Conseil militaire de transition, oui, doit essayer d'abord de calmer le jeu. Moi, je suis pour qu'elle tende la main, qu'elle continue de dialoguer pour essayer d'arriver à un apaisement qui va permettre, maintenant, après qu'on pose de vrais problèmes. Mais après, il faut qu'elle s'occupe d'autres chantiers. Par exemple, quand vous écoutez RFI remet en cause la thèse officielle de la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Parce que RFI dit et répète, il dit, selon le CMT, le président Idriss Déby serait mort de telle façon. Ce n'est pas anodin. Ce n'est pas anodin quand on parle. Il ne doit pas y avoir de héros africains. Non, il dit selon le CMT. Alors, ça ouvre la porte à toutes les interprétations. Vous savez qu'il y a plusieurs versions. Une version qui dit non, c'était une réunion qui a mal tourné, et ce sont ses propres frères qui ont tiré sur lui. D'autres versions qui disent que non, au front, il aurait été abattu par les snipers qui étaient en face. Alors tout cela a été dit. Il y a 1000 versions dans cette affaire-là. Parfait d'homme, tout cela a été dit, mais
tout de suite, beaucoup n'avaient pas compris, je me rappelle le premier jour de la disparition du maréchal, beaucoup n'avaient pas compris vers quoi pouvaient conduire justement ces différentes versions qui circulaient, des fake news. Mais c'est après que les uns et les autres, c'est au deuxième jour que les uns et les autres ont commencé à prendre conscience en se disant il s'agit en réalité d'un lynchage pur et simple de la mémoire même du maréchal du Tchad et de la mémoire du peuple tchadien qui est considéré ici comme un peuple barbare, un peuple boucher, des personnes qui se trahissent et qui se mangent. Nous avons toujours été, quand vous disiez le code de l'indigénat, tout ça est évident, c'est pour eux, il n'y a rien de nouveau, une fois de plus je continue de vous le dire. Mais il y a quand même des attitudes souvent aussi qui nous demandent beaucoup d'efforts, d'explications pour que les gens comprennent. Par exemple, qu'est-ce qui expliquait que là, tout à fait, il y a plusieurs pays dans le monde, mais que ce soit le président français qui vienne rapidement assister aux obsèques du président Idriss Déby et qui tienne des discours bizarres. Le type, nous serons à vos côtés, nous allons vous accompagner, et c'est ce qui peut laisser libre. Moi, j'ai eu des gens qui m'ont interrogé, qui m'ont dit la France a donné des renseignements aux forces de l'actuel président, n'est-ce pas, en termes de position satellitaire, etc., des troupes au sol. Je leur dis non, ce n'est pas possible, dit que mais parfait. Mais le gars a dit devant Amandio Vision qu'il va accompagner le nouveau pouvoir. Et personne n'a le pouvoir de lui dire non, c'est une affaire tchado-tchadienne. Le Tchad va régler ce problème-là, n'est-ce pas, de manière endogène. Donc, il y a aussi dans l'attitude, n'est-ce pas, vous avez dit que diplomatiquement ce n'est pas bon, mais les autres ne s'embarrassent pas, n'est-ce pas, ils ne s'embarrassent pas, j'allais dire, de manière pour faire ce qu'ils font sans que personne n'ait à redire. Ça me rappelle le discours de Sarkozy au niveau à l'université Cheikh Anta Diop, où on nous disait que nous ne sommes pas assez entrés dans l'histoire, sans que le président de la République de l'époque nous dise que M. Sarkozy pour la fermer. Sans qu'aucun élève, étudiant autant pour moi qui était dans cet amphi, ne se débarrasse même de sa chaussure pour balancer ça à la face de cet individu. Ce sont ces actes-là qui comptent. Ce sont ces actes-là qui donnent l'impression aux autres qui sont amorphes que, ah, attention, il y a un mouvement qui est en train d'être déclenché quelque part, et il est peut-être important que je m'y joigne pour essayer de muscler davantage la détermination que nous avons, les Africains, à nous débarrasser complètement de tous ces comportement indécent, de ce comportement condescendant que l'Afrique continue d'afficher aujourd'hui, la France continue d'afficher aujourd'hui sur notre continent, sans que les premiers, comment on dit ça, les décideurs de moment de nos États puissent avoir le courage de leur dire, monsieur, ça ne se passe pas comme ça. Au moins, si ne leur disent pas vertement, et officiellement, qui prennent des mesures qui vont dans le sens qui démontrent qu'ils ne sont pas d'accord. Et c'est pour ça que je continue vous dire, j'ai applaudi des deux moyens l'attitude du président Faustin Archange Touadéra. Voilà. Il y en a des chefs d'État du continent africain qui s'émancipent et qui sont complètement décomplexés. On peut citer le président Théodore Obiang Nguema Bazogo de la Guinée équatoriale, le maréchal du Tchad en était un exemple pur. Et il y en aura encore beaucoup d'autres, c'est certain, quand on regarde la tendance et la dynamique actuelle sur le continent. C'est notre souhait. Voilà. C'est notre souhait. On va rapidement ouvrir le standard, Patient Parfendum, Luc Michel, Monoko Toali également qui viennent nous retrouver depuis le Mali. On ouvre le standard rapidement pour permettre à quelques téléspectateurs de s'exprimer. Et puis nous reviendrons sur ce plateau pour attaquer le deuxième sujet. Bonjour à vous et bienvenue. Bonjour. Bonjour. On est au standard après. Bonjour messieurs, vous nous retrouvez et vous vous exprimez. Bonjour. Parce que je viens de m'éveiller, mais avec ce qui est dit, on comprend plus ou moins de quoi il s'agit. Alors, je voudrais dire que les présidents africains doivent oser. Ils doivent s'engager à nous libérer de cette France-là. Parce que la France est trop à l'aise. Elle est trop à l'aise, elle est très à l'aise à faire ce qu'elle doit faire contre les Africains. Malheureusement, nous sommes amorphes. Nous sommes amorphes parce que nous sommes tensés par la peur, par le manque de volonté, par notre incapacité à changer le cours de l'histoire. C'est la France qui rythme notre histoire. C'est la France qui fait ce qu'elle veut de nous. Si nous devons avancer, c'est qui appuie sur le bouton. Si nous devons ralentir, c'est qui appuie sur le bouton. Si nous ne devons pas bouger, c'est qui appuie sur le bouton. Et puis bon, c'est comme ça que nous vivons. Et puis elle est à l'aise. Elle est à l'aise. Mais vraiment, cela doit cesser. Cela doit cesser. Moi, je dis toujours que nous, les Africains, nous aussi, nous avons droit au bonheur. Nous avons droit d'être heureux.
Mais malheureusement, au point de vue de la science et de la technologie, on a un retard. Donc nous devons nous accrocher à ceux qui doivent nous aider à avancer dans la vie, qui doivent nous aider à avancer dans notre développement. Sinon, la France ne fera jamais rien qui va nous aider à nous améliorer. Elle ne fait que chercher son intérêt. Et aujourd'hui, grâce à vous, avec les médias, on a compris cela. C'est nos chefs, c'est nos politiques qui restent pour changer le cours de l'histoire. Voilà, c'est tout. Nous, en Côte d'Ivoire, on a compris. On a compris. On a compris. Donc, vraiment, nous prions que nos chefs d'État puissent nous aider. Parce que vraiment, on souffre. On souffre. Voilà. Ils parlent, on les tue. Ils ne parlent pas, il faut, on les tue. C'est-à-dire que la fois qui fait tout chez nous, elle est à l'aise dans cette mare-là. Voilà, c'est le crocodile ou c'est le caïman dans cette mare-là qui se met à l'aise. Voilà, il faut que cela cesse. Je crois que le travail que vous faites doit amener nos chefs d'État à pouvoir comprendre que vraiment nous devons nous détacher de ce pays-là. Parce qu'il ne fera jamais notre bonheur. Donc voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup Guy Fodop. C'est une bonne émission. Au standard, nous allons y rester d'ailleurs avec d'autres intervenants. Vous êtes nombreux ce matin et nous vous donnons la parole. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Et voilà, donc le standard est ouvert, les différents numéros de téléphone sont au bas de votre écran. Pour nous retrouver plus facilement, vous composez le 237 et vous avez un accès direct qui vous permet de nous retrouver à l'antenne et de pouvoir exprimer votre point de vue autour de ces accusations portées par la France, par un groupe de travail des Nations Unies, relayé justement massivement par les médias français et occidentaux contre la présence russe en République centrafricaine. Nous avons évoqué de nombreux points. Nous avons écouté de nombreuses analyses plateau autour de ce sujet. Voilà, de nombreuses indignations également ont été suivies de la part de ceux qui estiment que la France ne peut pas être donneuse de leçons dans ce cas-là, parce qu'elle-même, elle l'a porté avec, elle a été épinglée justement par les Nations Unies par rapport à des agissements justement de soldats français en République centrafricaine, notamment accusés de pédophilie ou encore de détournement de mineurs. Les numéros de téléphone sont au bas de l'écran. Vous nous retrouvez pour pouvoir en parler. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Bonjour. Et voilà, quelques soucis à vous retrouver. On va rapidement, simplement, marquer une légère transition pour vous retrouver, bien entendu, et entamer le deuxième sujet qui nous intéresse. Il s'agit, bien sûr, de la sortie du ministre tchadien de la Défense qui voilà, précise que les terroristes du FAC sont en débandade et qu'une opération de ratissage est en cours pour tenter de neutraliser ceux qui sont encore sur le territoire tchadien. Je vous propose de l'écouter rapidement et nous revenons sur le plateau pour engager le débat. Le major général des armées est sur le terrain. Les forces de défense et de sécurité sont en situation de ratissage. Les prisonniers de guerre sont aujourd'hui la plupart entre les mains de la gendarmerie qui sont encore sur la phase d'enquête, comme les gens par diffamation et qui veulent ternir l'image du Tchad. Moins c'est encore les forces de défense et de sécurité sur leur traitement. L'armée tchadienne, je vous rassure, elle est formée et elle est instruite sur le droit humanitaire qui exige depuis la Convention de la Genève. C'est pour vous dire qu'à partir de lundi, je demanderai à la Croix-Rouge, à la presse, d'aller les visiter à la gendarmerie. Ici, vous allez le voir vous-même. Vous allez constater, est-ce que ce sont des Tchadiens? Et quel est l'état de santé que depuis qu'ils sont dans les mains des forces de défense et de sécurité jusqu'à nos jours, dans quel état de santé ils sont? Vous allez vérifier vous-même. Nous sommes une armée tchadienne qui a subi des formations dans les casernes, dans les centres d'instruction militaire. Le droit humanitaire est enseigné dans les écoles militaires. Quand un soldat s'engage, d'abord la première chose, c'est de l'enseigner
quel est le comportement d'un soldat quand il est en face d'un prisonnier de guerre. Jamais un soldat tchadien n'a torturé un prisonnier, moi c'est encore le tuer. Il ne faut pas que les gens ternissent l'image du Tchad. Moi c'est encore le CMT et les forces de défense et de sécurité. En ce qui concerne la population du Kanem, l'ennemi est en débandade. Il y a certains qui ont porté des djellabis pour être dans certains villages. Et je félicite nos concitoyens qui les ont dénoncés et ils ont informé l'autorité de l'État sur place. Et aujourd'hui, ils sont dans les mains de l'État, ils sont à la gendarmerie et en N'Djamena. Je rappelle à tous ceux qui sont en charge de l'enseignement en N'Djamena ou bien dans toutes les provinces de continuer. Je leur rassure que la situation est calme et sous contrôle de l'État. Il ne faut pas qu'ils se gênent. Et pour les militaires qui sont en N'Djamena aujourd'hui, c'est des militaires qui viennent de province et ils sont en train de se préparer pour repartir dans leurs unités respectives. Et donc, de suivre le point sur la situation sécuritaire au Tchad. C'était voilà Brahim Daoud Yahya qui a été nommé donc dimanche ministre de la Défense. Luc Michel, je voudrais commencer par vous sur ce deuxième sujet. Non, me signale-t-on plutôt Monoko Touali, je commence par vous. Vous venez d'arriver et vous êtes installé. Alors quand on écoute le ministre tchadien de la Défense, on voit très clairement qu'il répond à une série de questions, notamment des préoccupations liées au respect du droit humanitaire international, malgré la menace qui est aux portes du Tchad. Il est question de rester dans cette légalité-là, parce que sinon, demain, cela pourrait faire l'objet justement d'accusations et permettre à une sorte de déstabilisation également de pouvoir arriver. On a l'impression qu'il y a une réelle prise de conscience déjà pour cela au Tchad. La prise de conscience, d'abord bonjour à vous, la prise de conscience s'imposait d'elle-même. Le Tchad n'est pas dans une situation où on devrait applaudir tout le monde. Le Tchad vit actuellement une crise profonde. L'État tchadien a été agressé, que ce soit par des nationaux ou non nationaux. L'idée à retenir est que c'est un État qui a été agressé. Dès lors, les responsabilités devraient être prises, tant au niveau de tous les citoyens, qu'au niveau de l'armée, parce que c'est l'armée qui est l'institution la mieux indiquée pour faire face à toute agression, quelle qu'elle soit. Dès lors, ils ont pris leurs responsabilités dans un premier temps pour contrôler au fin de sécuriser le pays et de mettre les citoyens dans la quiétude, de protéger la vie des citoyens. À ce moment, l'idée d'aller ratisser, c'est-à-dire aller dans le sens de mettre hors d'état de nuire tous ceux qui ont agressé l'État, en même temps freiner l'élan de l'ennemi, qu'il soit extérieur ou intérieur, c'est déjà une très bonne chose. Donc l'idée de la prise de conscience, nous l'avions tous fois dit sur ce plateau, qu'il y avait besoin que l'armée tchadienne s'assume pleinement, et que les Africains, d'où qu'ils soient, où qu'ils soient, puissent appuyer, soutenir l'idée de cette lutte que mène aujourd'hui contre le Tchad. Pourquoi? Tout simplement, non seulement parce que le Tchad n'est pas que le Tchad, mais le Tchad est un acteur de la lutte contre le terrorisme et le djihadisme en Afrique ici, surtout dans les pays du G5 Sahel. Dès lors, il y avait besoin que le Tchad s'assume pleinement. Et évidemment, vous faites bien de le dire, et j'ai écouté tout ce qui s'est déjà passé par rapport aux autres thèmes, mais il y a déjà, premier temps, le besoin de la prise de conscience à tous les niveaux. Et c'est d'ailleurs là qu'il ne faut pas être surpris que certains puissent s'attaquer au Tchad, aux Africains et aux médias africains qui aient pris conscience de l'enjeu. En réalité, le mode de la communication, le mode de l'information, c'est un mode de combat, c'est un mode de conflit. Ce n'est pas de la comédie qu'on y fait. On n'aurait pas la pluralité des expressions. On a fêté il n'y a pas longtemps la fête de la liberté. On n'aurait pas cette liberté de la presse si seulement les gens ne s'étaient pas battus pour réclamer la démocratie ici en Afrique.
Ça fait depuis dans les années 90. Il n'y avait pas de pluralisme politique. Il n'y avait pas l'expression plurielle. Pour que nous ayons des médias, il est fallu que les luttes soient menées dans le contexte de la démocratie et libérer les ondes. Alors, les médias doivent nous servir de l'aimant de combat pour amener l'Afrique vers l'indépendance. Ce n'est pas de la comédie que nous devons faire. Il faut rappeler à tous ceux qui ont fait du tort à l'Afrique, y compris la France à la première ligne, de rappeler à la France que les Africains qui aient pris conscience vont aussi se servir de leurs médias et poser le débat clairement. Qu'il faut que l'Afrique soit libérée et que la France laisse l'Afrique tranquille et que l'Afrique s'assume pleinement. Il a donc ici à saluer la philosophie de l'armée tchadienne qui a pris conscience de mettre hors d'état de nuit et de faire le ratissage et de ramener la tranquillité et la paix dans le pays. Kotoali et Luc Michel, je vous retrouve à présent. Alors en ce moment, opération de ratissage pour retrouver justement des éléments qui se seraient infiltrés parmi la population civile. On a parlé tout à l'heure, on a écouté le ministre parler de personnes en djellabia qui sont allées voilà, vers dans les villages et autres villes et qui ont été dénoncées par les populations locales. Pensez-vous que cette opération de ratissage puisse être la fin finalement de cette agression extérieure contre l'État tchadien? Écoute, tout d'abord, il faut dire un mot. Le sujet que nous faisons ici, c'est la continuation directe du sujet que nous venons de faire sur la Centrafrique. Le ministre, en fait, il a démonté un certain nombre de médias mensonges, de fausses nouvelles qui sont propagées, en particulier par RFI ou France 24. On refait, en fait, le scénario qui avait été développé en Centrafrique. En Centrafrique, alors que le CPC, les terroristes du CPC étaient en déroute de Bozizé, on nous faisait croire qu'ils menaçaient Bangui et qu'ils s'apprêtaient de prendre la capitale. Aujourd'hui, c'est la même chose. Les terroristes du FAC sont en déroute et on veut nous faire croire qu'ils existent militairement face à l'armée tchadienne. Il faut dire quelque chose, le but de tout cela, c'est d'amener ces salopards, excusez-moi du terme, mais il n'y en a pas d'autre, à la table des négociations. On a essayé de précipiter Touadéra en Centrafrique dans un piège géopolitique. Le président angolais Lourenço, qui est un domestique de Washington, de Paris et des Portugais, voulait des négociations avec Bozizé à Luanda. La diplomatie russe et le président Touadéra à Bangui ont dit niet. Et aujourd'hui, l'International Crisis Group dont nous parlions, qui est à l'origine des rapports contre les Russes en Centrafrique, a proposé un autre rapport. Il dit que l'armée tchadienne doit s'asseoir à la table du dialogue inclusif avec les terroristes du FAC. Ils ont été immédiatement appuyés par le département d'État américain qui nous dit que le FAC, qui en fait est un élément de la milice djihadiste de Misrata en Libye, on nous dit que ce n'est pas un groupe terroriste, mais que c'est un groupe politico-militaire. Moi, je suis totalement opposé à toute idée de négociation avec ces terroristes dans quelque pays que ce soit. Je suis pour l'application de ce qu'on a appelé le programme Poutine. Poutine a dit, il parlait des terroristes djihadistes dans le Caucase russe, il a dit, nous irons buter ces salopards jusqu'au fond de leur chiotte. Je suis pour ce programme. Je suis opposé à toute négociation avec eux, et ça a encore été rappelé par hier le conseiller à la sécurité, Valéry Zakharov de Touadéra en Centrafrique. Il a dit, au moment où on lance des rapports sur les soi-disant violations des droits de l'homme par les soldats russes, on oublie de dire que les gens de Bozizé, c'est la même chose pour les gens du FAC, exactement la même chose. Ils disent sont des criminels qui ont ensanglanté la vie des Centrafricains. C'est la même chose pour les terroristes du FAC au Tchad, et qui ont commis des violations, des crimes, des viols, etc. Ces gens, comme le dit l'ambassadeur de Russie à Bangui, ils doivent être amenés, menottés aux autorités pour être jugés et lourdement condamnés. Et moi, je déplore que face à ces salopards, on n'applique plus la peine de mort. C'est ce que le général tchadien nous a expliqué.
il nous a expliqué qu'en fait, on ratissait le pays, que c'est les Tchadiens eux-mêmes qui livraient ces criminels à l'armée tchadienne pour qu'ils soient emprisonnés, mais surtout, il nous a expliqué que ces gens n'étaient pas du tout des Tchadiens. Lorsqu'il parle de gens en Djellaba, il parle d'éléments djihadistes venus de Libye et du Soudan. Ça a été la même chose en Centrafrique. Les soi-disant patriotes unis contre Touadéra, il y a des Soudanais, il y a des déserteurs de l'armée tchadienne, il y a des Libyens, il y a des Nigérians, il y a très peu, finalement, parmi ces soi-disant patriotes centrafricains, il y a très peu de citoyens centrafricains, il y a encore moins de citoyens tchadiens dans les rangs du FAC. Le général a mis le point sur les i, et ça nous ramène à notre sujet précédent, et il a démonté les mensonges, justement, de ces journaux occidentaux, c'est RFI, c'est France 24, c'est Monde Afrique, c'est Libre Afrique à Bruxelles, tous ces gens qui appuient en fait une opération de déstabilisation avec des terroristes contre les États africains. Luc Michel, Cyril Tchassep, je vous retrouve pour votre réaction après avoir écouté justement les propos du ministre tchadien de la Défense faisant le point sur la situation sécuritaire. Cyril Tchassep n'est pas présent et je vous retrouve directement, patient parfait d'homme. Après avoir donc écouté le ministre de la Défense, quelle réaction? Il a abordé à peu près 4 points importants. On a cité quelques points tout à l'heure, à savoir notamment le respect du droit humanitaire international, l'opération de ratissage, voilà la fuite de certains vers la Libye et le Niger. On ne peut que se sentir un peu rassuré de ces propos du ministre de la Défense. Parce que vous savez, cette question du droit humanitaire qui doit être quelque chose qui doit être bien appliqué dans nos armées est extrêmement important. Parce que par le passé, ce ne fait pas seulement le cas. On oubliait que même un soldat qui était finalement défait et captif par les troupes adverses avait des droits. Et que sur le plan juridique, il fallait quand même essayer de protéger ces droits-là, mais surtout de sauver la vie. Parce que les exécutions extrajudiciaires ne sont pas de nature à pouvoir projeter, n'est-ce pas, même en période de conflit, des États dans le sens de ce qu'on appelle la modernité et la démocratie. J'espère donc lourdement que les soldats tchadiens qui sont en plein ratissage actuellement au niveau de cette région de Kanem, chaque fois qu'ils seront en possession d'un déserteur ou bien d'un militaire des forces rebelles qui aurait été défait, qu'ils puissent lui garantir en toute humanité certains droits que lui confèrent, n'est-ce pas, les lois d'ailleurs qui sont applicables au niveau du Tchad. Donc je remercie le ministre de la Défense pour cela. Mais n'oublions quand même pas que cette propagande qui fait des Tchadiens des gens qui ne respectent pas les lois, des va-t-en guerre, des loups, des soldats qui n'ont aucune notion de droit humanitaire, elles ont été produites justement par des gens qui sont considérés comme les alliés du Tchad. On ne peut pas comprendre que ce soit dans les journaux et les médias français que cette opinion-là a été le plus répandue. Aucun même moment, l'État du Tchad, quand même, continue, par exemple, de conserver cette base militaire française sur son sol. Je parle de la base de Barkhane. Donc, vous voyez comment nous sommes à peu près dans des espèces de contradictions qui ne disent pas leur nom, mais qui ont des conséquences assez lourdes. Je continue de dire que malgré ce qui s'est passé, la question de la rébellion au Tchad, elle n'est pas nouvelle. Nous sommes là peut-être seulement sous le régime du président Déby, peut-être à quelque chose comme 5, 6, voire 10 rébellions armées qui se sont faites. Cela veut dire, dans le fond, qu'il y a un certain nombre de questions sur le plan politique, économique et social qui n'ont pas été totalement réglées. D'où, moi, mon point de vue, pour les nouvelles autorités tchadiennes de continuer à tendre la main. Le fait qu'on se fasse la guerre n'empêche pas à la négociation, au dialogue, à la diplomatie de poursuivre sur son chemin, jusqu'à arriver à ce que j'appelle un consensus républicain, de telle manière que les images où je vois la jeunesse africaine, qu'elle soit tchadienne ou non, ces images que j'ai vues là, ce sont des jeunes qui ont à peine 20 ans, qui ont à peine 30 ans, qui vont se faire massacrer, qui vont avoir leur avenir complètement mis en parenthèse, entre parenthèses. Moi, ça me choque
énormément de voir ces images aujourd'hui en plein XXIe siècle. Ça veut dire que quelque part, il y a des franges de nos populations qui continuent d'être manipulées. Ou bien, il y a des décideurs de nos États du moment qui ne prennent pas la mesure du fait qu'il faut qu'on aille vers le dialogue, vers la négociation, vers des consensus, pour qu'on puisse avoir des pays apaisés qui sont tournés plutôt vers le voie de la conquête de notre souveraineté, notre développement. Cela ne veut dire pas que je dis que les gens doivent se laisser agresser, mais que chaque fois qu'on a la possibilité de dialoguer, je prends le cas du président Obiang, je l'avais oublié dans mon premier propos tout à l'heure, vous vous souvenez, bien qu'il venait de sortir vainqueur d'une élection qui était âprement discutée, il a organisé de nouveau un dialogue national inclusif, où il a invité tout le monde, même les forces politiques qui n'étaient pas du tout légalisées sur son sol. Voilà ce que j'appelle une démarche, n'est-ce pas, constante, de main tendue, de dialogue, pour pouvoir trouver des solutions qui vont nous éviter des situations comme celle où on a vu, on peut bien le dire, le Tchad était conduite, n'est-ce pas, par un leadership affirmé et avéré, mais ça n'a pas empêché que ce leadership en la personne de Maréchal Idriss Déby Itno soit tué de manière assez inacceptable dans une confrontation militaire qui normalement ne devrait pas avoir lieu dans un pays comme le Tchad, qui croupit dans les difficultés. Parce que la France aurait dû notamment exécuter les accords de coopération militaire qui prévoient des frappes systématiques contre des groupes armés qui passeraient les frontières avec le Niger ou encore la Libye. Et les images satellitaires et leurs drones leur montraient vraiment qu'il y avait des colonnes qui descendaient. Ils n'ont rien fait. Alors on peut donc se poser la question, c'est quel ami la France? À quoi servent ces accords? Mais moi, comme je n'ai pas la mémoire courte, je me souviens toujours, quand le Cameroun a eu cette confrontation armée avec le Nigeria sur la question de Bakassi, la question des accords militaires ont été mis sur la table. Et la France a dit au Cameroun, attention, c'est une affaire entre tes voisins, ton frère nigérian, essaye de régler ça à ce lab, la palabre. Parce que moi, j'ai beaucoup plus d'intérêt au Nigeria qu'au Cameroun. Donc, il faut qu'on fasse attention de penser que ces gens-là sont forcément nos amis. Nos amis, on a vu, quand il a fallu que les forces tchadiennes aillent intervenir au niveau des EFOGAS au Mali, cette question est revenue. Cette question est revenue. Si le Tchad n'avait pas accompagné l'armée française, n'est-ce pas, dans ce massif des EFOGAS, je ne pense pas que l'armée française aurait eu les mêmes résultats que qu'elle a eu. Mais comment se fait-il que le Tchad ait agressé? La France le sait, et la France ne vole pas au secours de N'Djamena pour endiguer, n'est-ce pas, cette violente attaque contre les Tchadiens. On se pose beaucoup de questions. D'autres gens m'ont dit que apparemment c'est l'État tchadien qui avait refusé cette aide-là, parce que se savait en capacité de contrer cette attaque. Mais lors des frappes précédentes, l'armée tchadienne n'avait été informée qu'après. Alors dans ce cas, pourquoi n'avoir pas fait comme... On peut se poser beaucoup de questions. De toute façon, la présence de l'armée française sur le sol tchadien, la présence des forces balkanes sur l'armée tchadienne, les faits sont là, et elles nous démontrent qu'elle n'est pas du tout en la faveur de la protection du peuple tchadien ou bien du régime tchadien. C'est pour cela que j'insiste lourdement là-dessus en disant, une fois de plus, j'interpelle le nouveau leader tchadien, le président Mahamat, de continuer malgré tout, malgré les difficultés, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de ne pas toujours avoir en face des gens qui n'entendent pas la voix de la raison, la voix du dialogue, la voix de la main tendue. Certains pensent que c'est une faiblesse. Ce n'est pas du tout une faiblesse. Négocier avec quelqu'un, dialoguer avec quelqu'un, tendre la main, ce n'est pas du tout une position de faiblesse, mais c'est plutôt pour éviter des désagréments, pour faire l'économie de la guerre et éviter des drames humains comme ce que nous constatons dans le désert tchadien où on voit des jeunes de 20 ans qui risquent d'avoir leur avenir complètement mis sous cloche. Je pense qu'il est important que nous les Africains, et c'est pour cela que j'ai interpellé la jeunesse tout à l'heure, en leur disant, on aura besoin, peut-être on aura les faveurs de toutes les aides que nous venons de tout le monde, dans tout le monde par des pays amis. Mais tant que nous-mêmes, nous ne prenons pas à bras le corps ces problèmes, ces problématiques, et nous engageons à les résoudre, je pense que les résultats qui seront entendus ne seront pas à la hauteur des aspirations de notre peuple et de notre jeunesse qui veulent lui aussi accéder à la liberté et à la démocratie, j'allais dire à l'indépendance. Donc, une fois de plus, aux décideurs de moment, et je remercie le ministre de la Défense du Tchad, je remercie le gouvernement tchadien, j'ai vu qu'il y a un ballet diplomatique qui a été organisé par le CMT, j'ai vu l'un de ses représentants à Kigali et je crois hier encore à Yaoundé, continuer
ce balai diplomatique, continuez de tendre la main, même à ces troupes rebelles qui vous affrontent. S'ils ont des soutiens, contactez ces soutiens pour que ces images, vraiment, de ces gamins qui vont comme ça jeter en partie leur destin et leur devenir dans le désert, que ces images-là, nous ne les voyons plus. Nous les avons trop vues. Je me souviens de la guerre avec les Ngoukouni Wedei, avec les Yesen Abré, recommencer aujourd'hui en plein 21e siècle. N'est-ce pas? Nous sommes en 2021. De voir ces images encore au Tchad, cela n'est pas du tout acceptable. Il faut que les gens arrêtent de penser que l'homme africain fait pour être manipulé. Si les forces, n'est-ce pas, qui sont hostiles au gouvernement tchadien sont manipulés, qui comprennent très bien que on ne peut pas continuer comme ça, inlassablement, indéfiniment, à être des dindons de la farce dans une géopolitique mondiale qui se construit avec les intérêts des uns et des autres qui sont protégés. L'Afrique doit apprendre aussi à défendre ses intérêts, mais pour cela, l'Afrique et les Africains doivent apprendre à se parler, doivent apprendre à réépouser ce qui étaient les vertus de nos sociétés, n'est-ce pas, antérieures à la colonisation, qui étaient des sociétés de dialogue, des sociétés où on trouvait toujours un moyen de recoller les liens sociaux quand il y avait, n'est-ce pas, cette fracture qui s'opérait au sein d'une famille ou bien d'une société. C'est cela qui va faire de nous des gens intelligents et des gens qui seront respectés à travers le monde, parce que de toute façon, nous irons progressivement vers l'unité politique de notre continent, et un continent où tous les autres seront obligés de respecter et qui va compter sur la donne internationale plus tard. Merci à vous, Patient Parfendom. Merci également à Luc Michel, Monoko Toali. Merci également à Cyril Tchassep. On va pas aller plus loin ce matin parce que nous sommes arrivés au terme de cette édition. Africa Kazamou est à suivre et nous vous souhaitons un excellent week-end à l'écoute des programmes de la télévision panafricaine.